il y a un art de mener une interview, un art de mener une interview. Il y a un art de poser des questions. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, mais il y a alors ce que Yves Calvi appelle très joliment un projet d'interview, qui est qu'est-ce que tu veux savoir. C'est-à-dire, il faut absolument, quand tu rentres en interview, que tu aies envie de savoir quelque chose. Toi, ça te paraît évident parce que c'est toute ta démarche. Mais il y a énormément d'interviews où tu arrives à la fin de l'interview, tu te dis mais en fait qu'est-ce qu'il est venu nous raconter le gars là ? Pourquoi il est là ? Pourquoi il est venu ? Il y a une phrase dans le métier qui est quand l'actualité n'a pas de talent, il faut lui en donner. Ou un autre adage que j'aime beaucoup, quand les vents sont porteurs, même les dindes peuvent voler. C'est-à-dire que si tu considères que tu es un bon journaliste, si tu considères que tu fais bien ton métier, en fait le gros événement, on va tous être logés à la même enseigne. On va plus arriver à faire la différence. On s'exprime quand on a quelque chose à dire. Et ce quelque chose à dire, on le dit avec ses mots, avec ses tournures de phrases, avec ses hésitations. Eh bien, la maîtrise de l'improvisation en direct, c'est la même chose. Ne commence pas une phrase sans savoir comment tu vas la finir. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite ? Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès ? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Stéphane. Eh ben bonjour. Bonjour. Je suis enchanté qu'on se rencontre. Alors, tu es le deuxième journaliste que je rencontre. Je t'avoue que j'ai forcément une pression parce que je suis, on l'a dit tout à l'heure, moi je fais ça c'est un hobby, c'est un side project et je suis pas du tout journaliste. Ouais. J'ai en face de moi une pointure parce que tu as tellement accompagné de matinées sur BFM Business en animant Good Morning Business pendant 14 ans. Aujourd'hui, tu as créé Bismart, une chaîne de télé dédiée à l'actualité des entreprises de toute taille. Mm-hmm. Comment ça s'est passé ? Pourquoi j'ai eu envie de te recevoir ? C'est parce que je me souviens exactement la première fois, tu as une voix qui est extrêmement particulière. Et à un moment, à force d'écouter la radio, je me suis dit, mais quelle tête il a en fait ? Ouais. Je voulais savoir quelle tête. Ouais. C'était beaucoup plus en radio qu'en télé. On va ensemble tenter de comprendre... Non, pardon, je reprends parce que j'ai un problème de lunettes. J'ai pas mes bonnes lunettes. Ensemble, on va tenter de comprendre ton parcours. Tu sais ça, tiens, par exemple, parce que ça intéresse les gens en fait. Et donc ça, il faut que tu le laisses. Donc là, tu es en train de lire une feuille de papier. Ouais, mais t'as aucune raison de lire cette feuille en fait. Et si tout ce que tu ressens, c'est-à-dire j'avais envie de t'inviter parce que je t'ai quand même écouté pendant 15 ans, j'avais envie de voir quelle tête t'avais, etc. et tout ça, en fait, tu aurais pu le dire très spontanément et tu aurais eu aucun problème à le dire alors que tu peux avoir des problèmes à le lire. Alors, ça, c'est une règle très très importante de l'expression orale, c'est que à un moment, on s'exprime quand on a quelque chose à dire. Ouais. Et ce quelque chose à dire, on le dit. Avec ses mots, avec ses tournures de phrases, avec ses hésitations. Alors moi, je coupe jamais. Si on l'écrit et qu'on le lit, ce sera toujours moins fort. Voilà. Alors, bon, tout à fait raison. Si ce n'est que le podcast s'appelle La Combinaison, donc je veux comprendre la combinaison qui t'a amené là où tu es arrivé. Très bien. Avant tout, Stéphane, je vais te demander de te présenter. Alors, savoir où tu es né. Je sais que tu n'aimes pas trop parler de ton enfance. Ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est ce que tu disais. T'es né où ? Je suis né à Paris. Enfin, c'est un des drames de ma vie, c'est que mes parents habitaient à Paris. Je suis fils, petit-fils de Parisiens, enfin très très fier de ma ville. Et ma mère a eu l'idée saugrenue d'aller accoucher dans une clinique d'Essy-les-Moulineaux, donc qui est juste banlieue sud de Paris, là, juste de l'autre côté du périph'. Et donc malheureusement, je suis né. Alors
La chance, c'est que c'était Ça va encore pas faire plaisir aux ceux qui vivent ici. Ouais. La chance, c'est que c'était encore le département de la Seine. Donc, Ouais. je reste avec un 75 sur mon numéro de sécurité sociale. Mais maintenant, c'est 92, c'est les Hauts-de-Seine. Non, mais je suis vraiment, j'ai Paris dans le sang, dans le cœur, dans les veines. C'est ma ville. Si tu veux qu'on parle de Paris, je suis prêt à en parler, mais pendant des heures. Et dans le foot, imagine. Et dans le foot. Et dans le foot. Et dans le foot. Et dans le foot, première licence au Paris Saint-Germain en 1974. On n'est pas très, très nombreux à pouvoir revendiquer ça, donc alors tu pourras pas parler foot avec moi parce que moi je suis Marseillais, c'est une grande rivalité entre nous. Mais rivalité, tu sais, totalement artificielle. Tu Ouais. sais que cette rivalité a été créée de toutes pièces par Bernard Tapie, qui a été voir Canal+ en lui disant moi j'arrive à faire à peu près ce que j'arrive à faire avec Marseille, mais il me faut quelqu'un, il me faut un adversaire. Donc allez-vous choisir un club et on sera adversaire. Et au début d'ailleurs, Canal choisit pas forcément Paris. Parce que Paris est très marqué, etc. Puis ils vont se rabattre sur Paris finalement. Et ils vont créer complètement artificiellement cette rivalité. le classico. École de journalisme, Cagne, Hippocagne. Bon. Ouais. Comment tu es arrivé et comment tu t'es orienté vers le journalisme? Alors en fait l'histoire c'est la suivante, c'est donc effectivement je fais Cagne Hippocagne, je rate le concours de Normal Sup et là comme pas mal d'étudiants en lettres quand même, tu te dis ouf, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et je vois un film, donc ça doit être, faudrait retrouver l'année de sortie, mais on est 83, 84, 1983, exactement. 1983. Je sais quel film tu dis. Ouais. Under Fire. Exactement, Nick Nolte. Ou Nick Nolte. Ouais. Et donc l'histoire est la Impressionnant, suivante. Et tu l'as vu le film? Ouais, bien sûr. Bon, il y a longtemps, mais impressionnant comme film. Pas mal, hein? On est dedans, quoi. Alors, on explique aux gens. Non, mais il faut expliquer aux gens parce que c'est un vrai sujet journalistique en fait. De l'époque, ouais. Donc, c'est l'époque, donc les années 80, les révolutions en Amérique centrale. Nick Nolte est un journaliste photographe envoyé sur le terrain, donc dans ce pays d'Amérique centrale. Et alors que les rebelles sont au bord en fait de gagner, le chef des rebelles est tué par le régime qui est en train de vaciller. Et Nick Nolte va accepter de faire une fausse photo, alors maintenant on dirait une fake news, laissant penser que le chef rebelle est toujours vivant. Et la publication de cette photo va amener l'élan décisif et final à la rébellion, qui va finalement pouvoir l'emporter grâce à ce journaliste qui est sorti de son rôle ou pas. C'est un débat très très intéressant. Voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, à ce T'avais moment-là, 1965, tu avais quoi, 20 ans? Oui, c'est ça. Ouais. Et, j'ai trouvé l'aventure incroyable. J'ai trouvé parce que le film relate très très bien dans sa première partie, parce que j'ai eu la chance de le vivre ensuite, ce que c'est que la vie des grands reporters. C'est assez, alors que souvent c'est quand même un peu n'importe quoi. Là, c'est assez précis, bien fait. J'ai trouvé ça formidable. Et tout à coup, moi qui me posais des questions sur mais qu'est-ce que je vais faire, je veux dire tiens, je vais essayer de faire ça. Voilà. Et donc, il y avait une école, en l'occurrence, il y avait pas mal d'écoles professionnelles d'ailleurs. Le truc était assez structuré. Et donc, j'ai passé le concours de l'école de Lille. J'ai été admis et ça a été Alors, avant de rentrer à Europe 1, Under Fire, donc ce qu'on appelle grand reporter en fait. Ouais, absolument. Tu as, moi, si j'avais envie de faire ça, il y a le terrain, il y a les voyages, et il y a il y a quand même le risque, parce que, alors. Je connais, sans spoiler, je connais ton parcours. Effectivement, aller sur un front, il faut quand même, c'est beaucoup de risques. Oui, alors tu veux qu'on parle de ça? C'est intéressant parce que j'ai une théorie vraiment là-dessus, c'est-à-dire il n'y a pas plus de risques. Enfin, dans quel sens est-ce qu'on va mettre les choses? Ne pensez. Il y a eu, alors ça s'est un peu calmé à un moment, mais il y a eu à un moment une espèce de mythe qui s'est créé autour des grands reporters. Genre Sauve le Monde, etc. et tout. Non, c'est juste des gars qui effectivement ont envie d'aller au bout d'une envie, d'une idée, d'une aventure. Et les risques sont ni plus ni moins grands que si vous allez à l'assaut de l'Himalaya, j'en sais rien, si vous faites de l'alpinisme, si vous... Tu sais... Tiens, je vais te raconter. Oui, si, je crois que je peux citer son nom. Oui, je peux citer son nom. Donc, j'ai la grande aventure de ma vie de grand reporter, ce sont les guerres yougoslaves, c'est la désagrégation de la Yougoslavie, donc 92, 93, 94, 95. En l'occurrence là,
Parce que la Yougoslavie, c'était une guerre qui était, on l'a beaucoup dit, à 2 heures d'avion de Paris. Tu pouvais y venir en voiture. Il y avait beaucoup de freelance. Il y avait beaucoup de jeunes gars qui étaient partis, notamment à Sarajevo, sans avoir de rédaction derrière eux, et qui, une fois sur place, commençaient à appeler, essayer de trouver du travail et raconter la guerre. Et parmi ces jeunes journalistes, sans doute le plus impressionnant de tous s'appelle Rémi Ourdan. Il est aujourd'hui... je crois qu'il est il a été chef du service étranger du Monde, il est toujours au Monde, il fait des grandes enquêtes, etc. Mais là, Rémi démarrait. Et évidemment, on s'est liés d'amitié. La guerre se termine, 95. Il revient à Paris. Il travaillait, il était freelance pour RTL. RTL a une grosse conscience sociale, et donc RTL dit à Rémi, écoute, viens, on va te trouver un job. Et oui, c'est 95, émeute de banlieue à Garges-les-Gonesse. Et je me retrouve, et moi, j'avais fait des émeutes de banlieue, j'avais tout fait. Mais Rémi, lui, il avait jamais fait ça. Lui, il avait connu Sniper Alley à Sarajevo dans sa carrière. Et il se retrouve là. Il me dit, mais Stéphane, je crois que j'ai jamais autant flippé de ma vie. Et il y avait quand même des réfrigérateurs qui tombaient du 10e étage à Garges-les-Gonesse. Tu comprends ? Ouais. Donc, ça veut dire, les risques, ils sont partout. Le sujet... Non, dans le film, il me semble, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est pas là où ils disent périodiste à un moment parce qu'ils. Comment ? Peut-être. Oui, parce qu'en fait, ils arrivent, ils sont braqués ils sont braqués et en fait, ils doivent dire, comme tu as aujourd'hui sur les gilets marqué presse en gros, pour dire, moi, je suis neutre. Ben voilà. Et donc moi, c'est la phrase qu'on se répète tous. Alors donc je la disais en russe parce que c'est toujours le lest qui m'a fasciné, mais c'est Francuski novinar, don't shoot. Ouais. Bah oui, c'est une phrase que tu connais par cœur, évidemment. Mais encore une fois, à Garges-les-Gonesse, je t'assure que si, tout journaliste que t'étais, tu tombais à un moment entre les pattes de 2-3 gars qui étaient chauffés à blanc, mais ça allait très très mal pour toi. Et là, tu pouvais pas dire je suis journaliste, don't shoot, hein. Parce que là, si tu disais je suis journaliste, alors il t'en collait encore plus, tu vois, dans la tronche. Donc, après, je suis pas sûr que quand tu as les Black Blocs avec la caméra de télé en plein milieu dans une manif, il y a pas longtemps, ça doit bien se passer. Il vaut mieux dégager, quoi. Alors, ça a changé, et ça, c'est un autre sujet qui est que je sais pas comment font maintenant en fait les reporters. C'est-à-dire que tu en es le témoin d'ailleurs, hein, donc pour le meilleur et pour le pire, en l'occurrence toi c'est évidemment le meilleur, tu as aujourd'hui une facilité à devenir son propre média qui fait que tu te retrouves sur le terrain avec quand même plus de caméras que de manifestants, quoi. Et ça c'est ahurissant. Et je me mets à la place des vieux journalistes. Comment est-ce qu'ils peuvent résister à ça ? Je sais pas comment ils font. Sans compter l'iPhone de base. Mais non. Quand il y a BFM qui peut se prendre le scoop quand même. Hein. Mais des gars qui se revendiquent. Mais c'est pas une question de scoop, c'est une question juste d'être sur le terrain et de pouvoir travailler. Tu peux pas travailler si t'as 50 mecs qui font le même travail que toi en même temps. Ça doit être l'enfer. Et je comprends moi parfaitement que les forces de l'ordre à un moment arrêtent de faire du discernement. Tu peux pas. Et se mettre à taper dans le tas. Oui, c'est obligatoire. Et ben là encore, notion de risque. Et donc, tu es journaliste, mais quelle que soit ton activité humaine, en fait, tu prends le risque, tu l'analyses, tu le pondères, et ton comportement est associé à ce risque, et tu l'acceptes ou pas. Voilà. 1986, sauf erreur, tu commences dans le foot. C'est ça ? Ah oui, mais ça c'était parce qu'on était stagiaires. Voilà, je rebobine un tout petit peu. Tu commences dans le foot, et ensuite... comment tu arrives au métier de journaliste? Donc tu es diplômé. En fait, t'es diplômé, et alors c'est un des trucs qui m'a fait choisir la radio, c'est que à ce moment-là, le métier était déjà un métier compliqué. Je crois qu'il a toujours été compliqué, mais les grandes radios nationales, donc en tout cas Europe 1, RTL c'est venu plus tard. En tout cas Europe 1 organisait un concours entre les écoles de journalisme et offrait 3 stages à ceux qui gagnaient le concours. Et donc ça te permettait en fait de rentrer dans une grande rédaction parisienne et de pas avoir à galérer, ce qu'ont fait beaucoup de ceux qui sont sortis la même année que moi, entre des piges à Radio France, des piges dans la presse quotidienne régionale, etc. et tout. Donc j'ai foncé, j'ai passé ce concours, je l'ai gagné. Et donc là je me suis retrouvé à Europe 1, effectivement en 1987. Et là, petite parenthèse service militaire, et en fait ma carrière commence vraiment début 89. Voilà, c'est à peu près ça. Et là, 89, il se passe quelque chose dans le paysage audiovisuel français, c'est que c'est la création d'une chaîne de télé qui mourra ensuite, qui s'appelle La 5. Et la 5, phénomène même, hein. C'est un phénomène. A de grandes ambitions sur l'information. C'est bizarre, ça mort d'ailleurs comme ça. Mais bon. Il recrute Guillaume Durand. Il recrute en fait
tous ceux qui, à l'époque, étaient l'état-major d'Europe 1. Enfin, l'infrastructure, les cadres d'Europe 1. Et donc, nous, on se retrouve avec une génération où on a eu une chance historique, en fait, de pouvoir brûler les étapes. Et je brûle tellement les étapes que donc, je te dis, c'est janvier 89, en fait, ma vraie entrée à Europe 1. Et le 2 août 90, quand Saddam Hussein envahit le Koweït, il y a quasiment personne dans la rédac. Et je me retrouve dans un avion pour Dubaï, Abu Dhabi, etc. Et voilà, c'est comme ça que ma carrière de grand reporter allait commencer. La 5 arrivant, elle a quasiment essoré... particulièrement Europe 1. Ouais, Europe 1, voilà. Particulièrement Europe 1 parce que c'était à l'époque, c'était encore à l'époque là où ça se passait en termes d'information. France Info n'existait pas, enfin France Info commençait à émerger, LCI n'existait pas, donc l'information, l'image de l'information, c'était Europe 1. Qui datait de 1968, etc. Enfin bref. Donc, tu commences dans le foot, tu étais après à Rony-sous-Bois, etc. Ouais, voilà, et tu te retrouves au milieu d'une pièce, il y a que toi, et on te dit, il faut que tu partes. Il faut y aller. Il faut y aller. Et tu avais une envie particulière, non Comment ça, une envie particulière? Tu avais encore Under Fire dans la tête, tu te dis... Ah oui, t'es super célibataire content. Ah oui, totalement. Oui, très important. Puis t'es super content. Ouais. Ah évidemment. Tu files, tu te mets la pression, tout, machin. Non, mais ça a été une aventure extraordinaire. Justement aussi parce que t'es célibataire. Et donc, l'un des sujets, en fait, des grands reporters, c'est un sujet... alors, j'avais vu ça, donc, puisque t'es assez vieux, toi aussi. Merci. La grotte d'Ouvéa, ça doit te dire quelque chose. Oui, bien sûr. Voilà. Les Kanaks, ça doit être 86, 87, 88. Bon, enfin bref. C'est encore une histoire dingue, ça aussi. Hein, ouais. Une histoire dingue, mais tu vas voir ce que je vais te raconter. C'est un peu avant Noël, donc des gendarmes français qui sont pris en otage dans une grotte, ils sont 30 ou 40, dans une grotte par des indépendantistes calédoniens. Tout le monde part, donc toutes les grandes radios. Moi là, je suis vraiment qu'un tout petit gars, voilà. Et arrive Noël. Et le grand reporter d'RTL à l'époque dit à sa rédaction, écoutez les gars, j'ai une bonne connaissance de la situation, il va rien se passer là dans la semaine qui vient autour de Noël, donc si ça vous embête pas, je vais rentrer à la maison vite fait, et puis je reviendrai tout début janvier pour continuer à couvrir le truc. Évidemment, ce qui devait arriver arriva. Il monte dans l'avion. Et les gendarmes donnent l'assaut à la grotte d'Ouvéa, et là ça va être un massacre. Voilà, ça va être plusieurs dizaines de morts, tant du côté des gendarmes que du côté d'ailleurs des indépendantistes. Et c'est Pasqua, c'est ça, donc ça doit être 86, 87, enfin dans ces eaux-là. Et ça a été sans doute la fin de la carrière de ce. Donc le sujet, quand t'as une famille et que t'es grand reporter, c'est qu'en fait t'as un poids quelque part derrière, que t'es pas totalement libre et que, à mon avis, tu ne profites pas de l'expérience, de l'aventure, puisque encore une fois, je pense que c'est une aventure avant tout. Tu n'en profites pas comme tu pourrais en profiter. Et donc moi d'ailleurs, 1995, c'est très bien tombé, fin de la guerre yougoslave, naissance de mon premier enfant, et donc j'ai arrêté. Voilà. Dans ces années Koweït, etc., qu'est-ce que tu en... C'est des bons souvenirs? Dans le... Tout conflit et tout regardé, bien sûr. Parce que moi, je revendique le fait, alors le terme c'est mitridatiser. C'est-à-dire, je revendique le fait que les émotions que tu ressens ne sont pas... Tu n'as pas la même émotion, en tout cas moi, et on est très très nombreux, voilà, quoi qu'il puisse raconter, tu n'as pas la même émotion devant un enfant qui meurt que devant ton enfant qui meurt. Voilà, c'est aussi simple. C'est une notion de mort kilométrique. Exactement. Et les notions de mort kilométrique. Alors, notion de mort kilométrique, je suis pas sûr, mais en tout cas, le fait que tu es dans un endroit qui n'est pas chez toi, tu racontes une histoire qui n'est pas la tienne, et que non, tu n'es pas obligé de ressentir la douleur de la situation que tu décris, tu comprends? Oui, de l'empathie. Et parfois même d'ailleurs, de la colère. C'est ce qui nous est arrivé à Sarajevo, où tu prends parti, voilà. mais pas de la douleur. Voilà. Donc oui, tu vis une expérience qui est une expérience humaine extraordinaire. Voilà, je le maintiens. Voilà. Alors certains ont du mal à s'en remettre.
Certains ont du mal à passer à autre chose, ce que je comprends tout à fait. Alors c'est le cas notamment, ceux qui le vivent le plus fort, ce sont les photographes. Les photographes vivent une expérience qu'aucun autre corps de métier journalistique ne vit, parce que eux doivent être au contact. En permanence au contact, en permanence. Mais quand vous partez là-bas, vous êtes un binôme ? Non, ça c'est fini ça déjà. Non, tout seul. Tout seul, mais on se fait en binôme entre médias assez régulièrement. C'est-à-dire que, alors, des fois, je suis resté tout seul, parce que j'aimais bien rester tout seul, et puis des fois, tu trouves un copain, presse écrite, n'importe où, pas la télé, parce que la télé, ils étaient nombreux, moi, la radio, l'avantage, c'est que t'étais tout seul, mais presse écrite ou un autre gars de radio avec lequel parce que justement, le photographe, on va jusqu'au précipice, c'est-à-dire que le précipice, l'idéal, c'est d'avoir la photo au milieu, mais c'est la mort aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Oui, il faut être un peu barré, quand même. Ouais. Eux, c'est une autre dimension. Eux, c'est une autre dimension. Et aujourd'hui encore? Aujourd'hui, j'en sais rien. Moi, j'ai arrêté en 95, mais je pense aujourd'hui encore. Même si aujourd'hui, leur métier est plus compliqué, parce que si t'es ici, basé à Paris, le temps que tu arrives à l'aéroport, les photos de ce que tu dois aller photographier à l'autre bout du monde, elles arrivent déjà, en fait. Ouais. Du fait, comme tu le dis, des iPhones, de tout ça. Donc, ça doit être plus compliqué. Mais, petite histoire de photographe, moi, mais c'était le truc le plus dingue. Donc, Sarajevo. Donc, vous voyez, Sarajevo encerclé, les Serbes autour, les Serbes armées régulières, quasiment une garnison, qui sont donc vraiment j'allais presque dire de l'autre côté du périph', même s'il n'y avait pas de périph', et un photographe, jeune photographe, se fait en fait piquer sa voiture par les miliciens serbes. Et il apprend que sa voiture, elle est dans le parking de la caserne, fausse caserne de l'armée serbe. Il a été la revoler, si tu veux. C'est des gars qui sont capables de faire. Il est revenu avec sa bagnole. Je dis, mais t'es complètement fêlé, t'es doublement fêlé. 1, ils auraient pu te buter. 2, ils vont voir que t'as récupéré ta bagnole, donc ils vont revenir la prendre. Ils sont jamais revenus la prendre. Comme s'il y avait eu une forme de respect. Tu vois, les Serbes eux-mêmes s'étaient dit, putain, le mec, il a fait ça. On va lui laisser sa bagnole. Écoute, j'ai mon cousin qui est paparazzi, que tu connais peut-être, il s'appelle Jean-Claude Elfassi. Non. Bon, il a fait plein de trucs. Il a été très très borderline, mais il s'est caché dans des placards pour aller espionner les mariages c'est une autre dimension du métier, ça. Hein. Ouais. Mais depuis l'âge de 10 ans, il était déjà barré, quoi. Si tu veux, il faut avoir un esprit. Il était déjà un baroudeur, ce qu'on appelle un baroudeur. Il était spécial, quoi. Voilà. Il en a fait son métier. Mais voilà. Tu fais ça à peu près 5 ans. Tiens, juste un truc, si vous êtes, parce que j'y pensais là, si vous êtes un autre film, si vous êtes passionné par ces questions, film remarquable qui s'appelle Sympathie pour le diable, qui raconte l'histoire d'un journaliste, alors lui aussi complètement barré, qui s'appelait Paul Marchand, qui travaillait, d'ailleurs c'est un film canadien, qui travaillait en grande partie pour Radio-Canada, qui justement n'est pas réussi à s'en remettre, puisqu'il s'est suicidé après que la guerre se soit terminée. Il a été grièvement blessé au bras. Ce film est exceptionnel sur ce qu'a été ce jeune homme et ce qu'était Sarajevo à cette époque-là. Voilà. Il y a un rendu d'une perfection absolue. Sympathie pour le diable. Avant de passer à la suite de la carrière, juste pour comprendre comment ça se passe, évidemment, on a dit tout à l'heure, on vient de dire que les journalistes, photographes sont pile poil sur le terrain. Oui. Toi, comment ça se passe ? Tu peux l'être ou pas l'être ? Bien sûr, mais quand tu ne l'es pas, ou tu fais quoi ? C'est des enquêtes, tu vas te renseigner. Comment ça ? C'est un peu du différé en fait. Ouais. Alors et là encore, c'est très bien, très bonne question parce que ça va permettre de parler aussi de ce qui se passe aujourd'hui. Tu vas au contact des sources. Voilà. La grande misère du journalisme contemporain, et ce qui explique une grande partie d'ailleurs des fake news et du manque de discernement finalement, même d'un certain nombre de journalistes, c'est qu'ils ne sont plus au contact des sources. Tu ne vas plus perdre du temps à discuter avec des gens qui ne vont pas t'apporter d'informations, qui vont te donner un contexte, qui vont te permettre de comprendre une situation, qui va faire que quand la fake news arrive, tu vas dire « mais non, c'est pas possible ça ». Et tu vas pouvoir l'écarter parce que tu as perdu du temps pour contextualiser la situation dans laquelle tu es. Ce qu'aujourd'hui, énormément de journalistes n'ont plus le temps de faire et ne feront plus jamais. La moitié de la profession aujourd'hui, c'est des gens qui sont assis sur une chaise, et je ne leur en veux pas, hein, c'est ainsi, reçoivent un texte qui a été écrit par une agence de presse,
des images qui ont été C'est déjà trop tard en plus. tournées. Non, mais non, ils reçoivent au moment où l'agence de presse l'écrit des images qui ont été tournées à l'autre bout du monde par quelqu'un qu'ils connaissent pas. Ils boutiquent ça et ils balancent ça soit aux 20h, soit sur les sites internet des médias. Donc à aucun moment, si tu veux, ils n'ont même la possibilité d'aller au contact des sources. Juste pour contextualiser. Et puis après, tu as, mais ça, j'ai jamais vraiment fait, moi, ce qui s'appelle aujourd'hui journalisme d'investigation, c'est-à-dire vraiment des enquêtes, tu vas au contact des sources, mais là, pour aller chercher de l'information brute. C'est souvent d'ailleurs les sources qui viennent à ton contact dans ce cas-là. Mais voilà. Et donc oui, tu travailles, tu fais un travail invisible, tu vois, mais qui va faire que tu vas être meilleur, en tout cas, qu'on va pas pouvoir te raconter n'importe quoi. Voilà, c'est ça le sujet. Tu y restes 5 ans, à peu près. Ouais. Tu deviens papa, ça, ouais. et à un moment, il faut tourner une page. Et voilà. Non, mais en plus, c'est la fin de la guerre de... Pour le risque, hein. C'est le risque Hein, quand même. Oui, enfin pas seulement, parce que alors c'est là où je disais, on peut pas ressentir la douleur. Sarajevo reste pour moi une blessure. Je pense qu'on a commis une erreur collectivement. C'est-à-dire qu'on aurait dû beaucoup plus prendre la défense des Bosniaques, beaucoup plus. On s'est laissé enfermer dans les termes qui étaient les termes yougoslaves de Serbes, Croates, musulmans. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et Serbes, on dit orthodoxe, Croates, on dit catholique. Pourquoi là on dit musulman ? Parce que c'était une forme de stigmatisation. On s'est laissé faire. On aurait dû dire c'est la guerre d'Espagne. On aurait dû dire c'est le fascisme contre la démocratie, parce que c'est ce que c'était, même si aujourd'hui, évidemment, les Serbes sont sortis du fascisme. C'était ça. Et on ne l'a pas assez fait. Voilà. Et donc, franchement, c'est quelque chose qui me touche encore, tu vois, là, en parlant, qui me touche encore très profondément. Et donc, quand tu as vécu cette force, tu sais, tu te retrouves à Sarajevo, ça va nous ramener au football. Les Yougoslaves sont les plus merveilleux footballeurs d'Europe. Et tu te retrouves à discuter en français avec un entraîneur bosniaque qui a entraîné des équipes en France, qui te raconte aujourd'hui Alilodzic, le fameux Alilodzic, il s'est battu, lui, en Croatie. Enfin, tu vois... c'est vraiment, ils sont imbriqués dans ta vie. C'est une guerre européenne. Voilà. Je racontais souvent, Sarajevo, il y avait des digicodes à l'entrée des immeubles. C'était chez nous. C'était chez nous. Et je trouve que, voilà, on n'en a pas assez donné la mesure. Et donc, ça a été une rupture facile à faire. Voilà. Donc tu reviens. Où je reviens, je reste grand reporter, mais sans faire de guerre. Je fais des voyages à droite à gauche, formidables. Le retour des cendres de Che Guevara à Cuba, enfin des choses comme ça qui ont été quand même assez puissants. Et puis là, comme tu le dis toi-même, j'ai une voix. Voilà. J'ai une voix, j'ai un ton, j'ai un style. C'est comme ça. Hein, je le dis, ça peut paraître arrogant, mais ce que je dis souvent, c'est certains courent vite, certains sont très beaux. Moi, j'ai une voix. Voilà, avantage comparatif. Et les patrons d'Europe 1, en fait, voulaient me mettre derrière un micro depuis très longtemps. Et donc là, à un moment, c'est Jérôme Bellet, mon maître Jérôme Bellet, qui à un moment me dit bon, Soumier, ça suffit maintenant. Vous allez faire de la présentation, c'est pour ça que vous êtes fait, vous êtes bien amusé, et voilà, commence une deuxième carrière en fait de journalisme assis et de présentateur. Directement la matinale ou Directement la matinale, ouais. Enfin, j'ai été un peu red chef d'abord de la matinale, et puis ensuite, ouais, directement la matinale. Et là, c'est quoi ? C'est un autre métier, donc tu es. Ça n'a rien à parce voir. que là, tu es en direct. Bah oui, mais enfin, t'es parfois en direct aussi quand t'es reporter, hein, tu sais. Ouais. Oui. Mais non, ça n'a évidemment rien à voir. Après, c'est très utile d'avoir fait du terrain, mais ça, c'est vrai dans tous les métiers. Tu diriges bien mieux des équipes quand tu as été toi-même sur le terrain, quand tu as été toi-même l'une de ces équipes. Donc, c'était très utile de faire ça. Mais évidemment, c'est un tout autre métier où tu dois beaucoup plus t'intéresser même au style, à la façon dont tu vas présenter les choses. Il y a une dimension artistique qu'il y a pas ou qu'il y a beaucoup moins dans le métier de reporter ou de grand reporter. Tu vois, ce qui me fascine, c'est que je suis très BFM. Voilà, j'étais. Tu vois, le matin, finalement, tu as, alors surtout à la télé, tu as le business et tu as le BFM classique, etc. Ce qui me fascine quand même, c'est que quand tu fais de l'actualité, quand tu fais par exemple du business, on va en parler dans quelques minutes. Tu reçois tes entreprises, c'est plus cool en fait. Je pense que tu dois avoir un planning plus. C'est moins chaud forcément, à moins qu'il y ait la grosse star qui meurt. Non, mais c'est rare, c'est très rare. Mais sinon, quand tu débarques un matin
Voilà, c'est ce qui m'intéresse en fait. Quand tu débarques un matin et que tu sais ce que tu vas avoir et que d'un coup à 4 heures du matin, tu as un avion qui tombe, Ouais. tu as un Concorde qui s'écrase, ou tu as ce que tu veux, ou un chef d'État qui meurt. Ouais. Comment vous arrivez, c'est ça qui me fascine, à broder pendant 3 heures, 4 heures, etc. quoi. Alors, tu brodes pas pendant 3 heures, 4 heures. Alors d'abord, ça c'est quelque chose que moi, je n'ai pas eu à faire. C'est-à-dire que, Sur la matinale d'Europe 1 non plus? en fait, si tu veux, le début du brodage, comme tu dis, l'idée que on va passer 2-3 heures en direct à commenter un événement, je crois que c'est le 11 septembre. En fait, Oui. avant le 11 septembre 2001, alors si j'ai un souvenir, tiens, puisque t'es Marseillais, c'est l'Airbus de Marignane. Ah oui. L'Airbus de Marignane, voilà, c'est peut-être là la première fois. Et je me revois en studio. Alors à ce moment-là, je présente le 18h, donc je sais plus quelle année c'est l'Airbus de Marignane, mais je fais pas encore la matinale. Je dois faire un remplacement d'ailleurs, parce que j'ai jamais vraiment fait longtemps le 18h, donc ça doit être un remplacement. Et on est en studio, devant les images qui étaient c'est le premier coup de LCI en fait, et on voit, vous vous souvenez tous de cette passerelle qui avance avec les gars du GIGN qui vont donner l'assaut. Et je crois que c'est la première fois en fait que les médias se mettent en mode édition spéciale, tu démarres, tu sais pas quand tu vas t'arrêter. Donc c'est quelque chose d'assez récent en fait, tu vois. Et la vraie rupture, c'est le 11 septembre 2001, à tel point que, et ça reste ça une petite blessure, c'était le signe que Europe 1 devait se réinventer, à tel point que c'est Pujadas, à l'époque, David Pujadas, énorme journaliste, sans doute le meilleur de notre génération, qui vient de débarquer sur France 2, et France 2 va démarrer ses sessions de direct avant Europe 1, avant la radio sur le 11 septembre. Ce qui est quand même, c'est beaucoup plus lourd de démarrer une session de direct de télévision que de radio. Mais nous, on minaudait un peu, il y avait eu le premier avion, il y avait eu le deuxième, on savait pas trop, etc. Attendons. Et en fait, Pujadas envoie un signal médiatique très important. Les gars, ça se passe, faut y aller, et on va analyser en direct. Et l'idée d'analyser en direct n'était pas, nous, dans notre ADN, tu vois, par rapport à ce que je te disais, de contextualisation de l'information, de choses comme ça. Attendons de voir si ça vaut vraiment le coup avant de démarrer. Et je me souviens très bien, celui qui nous dit « faut y aller », mais on a un peu de retard, c'est notre correspondant aux États-Unis. Donc, le premier avion rentre dans la tour, d'accord ? Évidemment, on comprend pas. On reçoit quand même les images très très vite en direct. Quand le deuxième avion arrive, ça, Pujadas lui-même l'a raconté, on se dit ils sont en train de rediffuser le premier sous un autre angle. Oui. Donc on ne comprend même pas qu'il y a un deuxième avion, en fait. On comprend surtout que c'est pas un accident. On comprend surtout mais qu'il y a un problème. ça mettra 5 minutes. Au début, on croit que c'est le même sous un autre angle. À ce moment-là, quand même, on a dit à notre correspondant qui est à Washington, va à New York, va prendre l'avion. Il sort de chez lui. Pour aller à l'aéroport, il y a une rampe qui survole le Pentagone. En fait, une rampe autoroutière. Et là, il voit qu'il y a un avion dans le Pentagone. Et là, il arrête sa voiture, en fait. Il arrête sa voiture sur le truc autoroutier. Il nous appelle. Il dit, les gars, là, voilà. Et c'est là qu'on bascule. Mais on a un peu de retard. Voilà. Ce parallèle radio-télé, à un moment, vous êtes quand même entrecoupé par des reportages, des images qui vous font reprendre votre souffle, en fait. Mais en radio, justement, comment tu gères ce... Alors, je suis persuadé de ce que tu dis. Non, mais c'est très, très juste. Ouais. C'est pourquoi, en fait, les journalistes radio sont devenus des rois de la télé. C'est-à-dire, Guillaume Durand le premier, etc. Quand tu as appris ce que je suis en train de faire là, à gérer le silence, quand tu as appris que tu peux parler pendant des minutes entières sans t'arrêter, parce que tu maîtrises la parole, parce que tu maîtrises le direct, il peut plus rien t'arriver. Un journaliste de télévision, lui, si jamais il a plus rien à dire, on peut toujours balancer les images, tu vois. Ou il peut toujours se cacher derrière des images pour aller chercher un papier, pour etc. et tout. Là. Toi, t'es seul face à ton micro et t'apprends une gymnastique mentale qui va faire que, s'il y a besoin,
tu peux parler sans t'arrêter pendant 10 minutes, un quart d'heure. Mais on t'amène quand même, quand tu es journaliste, après, on Oui, va parler bien BFM, sûr. on t'amène les dépêches. On t'amène les Tu as dépêches. l'oreillette aussi? Mais si on te... Mais bien sûr. Mais Pas si pas comme moi aujourd'hui. Tu as en plus une oreillette de Non, quelqu'un qui te non, dit. c'est un casque. Non, c'est le casque. Non, mais c'est la le régie casque, qui te parle dans le casque. la régie te parle. Oui, bien sûr. Plus bien ta sûr. voix. Oui, bah évidemment. Oui, D'accord, bien ok, sûr, bien sûr. d'accord. Mais ça aussi, c'est toute une gymnastique. Oui, que oui, tu voilà, apprends ça à faire, s'apprend. Oui, ça s'apprend. que tu apprends à faire et que je résume comme ça. L'image que j'ai trouvée, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il paraît qu'un chat ne saute jamais par-dessus un mur. Le chat va sauter sur le mur, regarder de l'autre côté, et si C'est vrai, ça j'en se ai passe deux, bien, hein. il va sauter de l'autre côté. J'en ai deux, c'est vrai. Voilà. Eh bien, la maîtrise de l'improvisation en direct, c'est la même chose. Ne commence pas une phrase sans savoir comment tu vas la finir. Si tu sais comment tu vas finir cette phrase, alors tu seras beaucoup plus détendu pour ensuite partir dans des improvisations diverses et variées parce que tu sais où sera ton terrain d'atterrissage si à un moment tu te retrouves avec un cerveau vide. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est un truc qu'on reproche beaucoup, notamment aux commentateurs sportifs. C'est les tics de langage. Hein? Et ben, ces tics de langage, en fait, sont des respirations du cerveau. Ce sont des micro-respirations où ton cerveau a déconnecté. Le tic de langage lui permet en fait de fonctionner en mode automatique. Il se régénère. Et c'est ce tic de langage qui va te permettre derrière de repartir et de pouvoir continuer à commenter ce que tu es en train de voir. Avant de passer à BFM, est-ce que... On apprend les arcanes du métier, là. Ah oui, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est pour ça. Est-ce que... il faut que je mette des pincettes parce que la phrase que je vais dire, elle est justement... Vas-y. Est-ce que le 11 septembre ou le Covid, ben quelque part, c'est comme du chiffre d'affaires pour une entreprise d'un Non. coup qui arrive, quoi. Non. C'est-à-dire que c'est du pain béni, en fait. Non. Non. Non, bien sûr que non. Mais à un moment, ça va vous occuper Non, pendant... parce que c'est pas. Non, parce que c'est pas du. Tu vois tu vois ce que je veux dire, oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais je veux dire, mais c'est une vision. Enfin, quand tu es journaliste télé, par exemple, aux 20h, et que tu fais tous tes reportages chaque année, les prix ont augmenté, ou les crèmes solaires, ou ce que tu veux, enfin, tous les trucs, la rentrée qui va arriver, les prix ont augmenté, il y a tous des sujets qui sont toujours les mêmes chaque année. Des marronniers, ça s'appelle. Voilà, des marronniers, pardon, excuse-moi. Et qu'à un moment, tu as un avion qui tombe, ou tu as un Covid qui arrive, tu sais que ça y est, c'est parti. Tu vas avoir sur un avion qui tombe, tu vas avoir Gérald Fezer qui va être appelé pour faire. Oui, non, mais tu as du savoir-faire. Mais en termes de, parce que ta question, elle était légitime. Elle parlait de chiffre d'affaires. Oui, dans le sens. Attends, je vais te dire parce que je l'ai vécu aux manettes sur la guerre du Golfe, par exemple. La guerre du Golfe, je vais te donner les chiffres parce que je les ai parfaitement. Non, mais c'est pas du. Attends, non, excuse-moi. Attends. Oui. La guerre du Golfe, Europe 1 passe on était à 12 à 20 points d'audience. C'est colossal. Le chiffre d'affaires s'est effondré. Parce que la pub s'arrête. Alors je me suis mal exprimé. Parce que cette situation de crise crée un déséquilibre, exactement comme le Covid. BFM TV a battu des records d'audience pendant le Covid. Ils ont battu des records, alors pas de pertes, parce que BFM TV est ultra rentable, mais de baisse de chiffre d'affaires. Donc non, c'est pas une bonne affaire. Ah non, on s'est pas compris. Quand je parle de chiffre d'affaires, j'ai dit pour une entreprise. Autrement dit, moi j'ai un business, tu m'amènes un contrat, d'un coup je me prends 3 millions d'euros d'un coup. Là, ce que je veux dire, c'est en chiffre d'affaires, c'est-à-dire du charbon en fait. Oui, alors, en posant ta question comme tu la reposes maintenant, en fait, elle était bien posée la première fois. Tu fais l'erreur que fait globalement notre profession. Ouais. C'est-à-dire notre profession. Je suis pas journaliste moi. Hein, ben non, mais c'est pour ça que ça m'attriste. Ouais. Notre profession oublie qu'elle est une entreprise économique, oui, ça c'est sûr, qui doit être rentable. Qu'à la fin, il doit y avoir un compte d'exploitation. Et que si tu n'as pas un plus sur le compte d'exploitation, tu vas avoir du mal à payer les salaires. Voilà le sujet. Et donc, effectivement, moi, ma réponse importante, c'est oui, à courte vue, des journalistes pourront se réjouir d'un gros événement, mais en fait, le sujet, c'est qu'assez souvent, ce gros événement amène une telle déstabilisation des agences économiques que ton chiffre d'affaires, qui est quand même en grande majorité du chiffre d'affaires publicitaire, se retrouve impacté. Voilà. Mais après, tu sais, alors il y a une phrase dans le métier qui est quand l'actualité n'a pas de talent, il faut lui en donner. Et en fait, je vais te dire, c'est un peu comme la voile, ou un autre adage que j'aime beaucoup, quand les vents sont porteurs, même les dindes peuvent voler. C'est-à-dire que
si tu considères que tu es un bon journaliste, si tu considères que tu fais bien ton métier, en fait, le gros événement, on va tous être logés à la même enseigne. On va plus arriver à faire la différence. Moi, en tant que rédacteur en chef, ça m'ennuie. J'ai plus rien à inventer. J'ai plus à me dire, en regardant la concurrence le lendemain, j'ai fait mieux qu'eux. Parce qu'en fait, on fait tous la même chose. Voilà. Donc, tu vois, voilà, je réponds tant sur le fond que sur la forme. C'est pas si évident que ça, que ce soit une super bonne nouvelle. Voilà. Sur la forme, entre le business et l'actu, ça va être la transition tout à l'heure, entre le business et l'actu, tu as par exemple, je sais pas à quelle heure tu te réveilles, je mange 2-3 heures j'imagine pour arriver... Quand on faisait la matinale, ouais. Ça dépend, si c'est Europe 1, c'était 2 heures, et BFM c'était un peu plus tard, parce que tu as raison, il y a moins de pression de l'actu, c'était 3h30 à peu près. Donc, tu arrives, j'imagine, bon, le café, l'équipe, vous déroulez un peu les sujets que vous allez... ça, et d'un coup, je sais pas, t'es à 4 heures, vous êtes en train de prendre votre café, de dérouler tout ce qui se passe, d'un coup, tu as, boum, la super actu qui, enfin, encore une fois, ouais, l'avion qui faire, voilà. Et vous chamballez tout, vous chamboulez, oui. Mais franchement, enfin, je sais pas moi, c'est comme si tu dis à un pompier, vous êtes dans la caserne, vous tapez le carton, et puis tout à coup, boum, il y a un incendie. Bah oui, il va te dire le pompier, on y va, quoi. Non, parce que c'est pas un problème. Et pour nous aussi, tu vois, c'est pas un problème. Quand j'ai discuté avec François-Olivier Gisbert, par exemple, quand on parlait des revues de presse, justement, t'as des journalistes qui débutent, qui préparent leur revue de presse très tôt. Et puis t'as des mecs comme, je sais pas moi, Yvan Levaille par exemple, ou peut-être lui, qui les faisait à la volée, quoi. Avec le journal, tu entendais les feuilles tourner, le mec qui faisait sa revue de presse en ligne, c'est du métier, quoi. Voilà. Ouais, mais enfin nous, si tu veux, la revue de presse, c'est un exercice très particulier que j'aime pas du tout, moi. Mais bon, bref. Sinon, si t'es un journaliste d'audiovisuel et que tu fais une matinale, tu sais monter une grille en 10 minutes. Voilà, c'est ton métier, tu sais le faire. Comme un pompier, c'est éteindre le feu, quoi. Voilà. Et ouvrir le matin, c'est bien? Ouvrir le matin? L'antenne? Ah oui, c'est bien sûr. Tranquille. Non, alors c'est vraiment. Alors maintenant, comme je m'en suis un peu éloigné, je le ressens moins. Donc il faut que je me remette dans la construction mentale qui était la mienne. Mais oui, c'est un plaisir extraordinaire de réveiller les gens. Extraordinaire. Et puis tu le sens. Et puis les retours que t'as sont sans commune mesure avec ceux qui font les autres tranches horaires. C'est un lien très particulier. Et alors, d'autant plus particulier avec BFM Business, parce que BFM Business, comme c'était quand même quelque chose quelque chose d'un peu pointu, il arrivait assez souvent que les auditeurs, les auditrices, se réveillent en famille avec une radio généraliste, voilà, pour intéresser tout le monde, et puis montent dans leur voiture pour aller au boulot. C'est mon cas. Voilà. Et là, tu te retrouves... En tête à tête. Voilà. Le colloque singulier. On est ensemble, on est tous les deux. On se parle. Et enfin, c'est moi qui parle. Et ça, c'est extraordinaire. Mais voilà, alors tu vois, moi, c'est là que je t'ai connu. Donc 2005, tu es arrivé à BFM Business. Tu vas me dire pourquoi tu as voulu passer sur le business. Mais effectivement, il n'y a pas que cette voix, en fait. Parce que moi, j'ai un moment, je t'ai dit tout à l'heure, à un moment, j'ai voulu mettre la télé pour voir la tête que tu avais. Et c'est qu'à un moment, tu as je sais pas, les gens te disent, tu as de la couleur. Tu mets une certaine couleur où, tu vois, par exemple, tu vas parler de chiffres. Tu vas dire, par exemple, je sais pas moi, tu parles de X qui a levé 200 millions d'euros, par exemple, tu vas dire 200 millions de... Voilà, exactement. C'est ça. C'est-à-dire que tu as vraiment l'accent tonique. Voilà, l'accent tonique. Sûr. Ouais. Mais bien sûr. Alors il y a une partie de la profession qui me le reproche. Mais je revendique moi, ça. j'adore. On est des acteurs, les mecs. Arrêtez de vous cacher derrière votre petit doigt. Évidemment. Il y a une dimension, c'est ce que je te disais. Il y a une dimension artistique. T'interprètes un truc. D'ailleurs, tu sors vidé. Les 3 heures d'antenne, tu sors, enfin, j'en faisais même 4 au début, tu sors vidé. Mais bien sûr que c'est du théâtre. Alors, pourquoi tu quittes Europe 1 et pourquoi le business ? Pourquoi je quitte Europe 1 j'ai pas le choix parce que donc Europe 1, 95, Europe 1 avait traversé une période de turbulence au début des années 90. Jean-Luc Lagardère, et c'était Jean-Luc encore, donc le père, nomme donc Jérôme Bellet à la tête d'Europe 1, un tsar,
celui qui avait inventé France Info, celui qui avait inventé LCI. Et là, on repart, mais comme en 40. Voilà. On est en train de redevenir ce qu'on avait été. Sauf que Jérôme Bellet, comme tous les gens géniaux, est incontrôlable. Alors, il est de droite, tu vas voir pourquoi je dis ça. Aucun doute, il est de droite, mais il est incontrôlable. Or, le groupe Lagardère veut préparer l'élection de... Mais non, je dis 95, mais non, on est en 2005. Veut préparer l'élection de Nicolas Sarkozy. Et donc, il faut absolument qu'Europe 1 soit en ordre de bataille. Et quand on a besoin de mettre un média en ordre de bataille, on appelle qui ? Celui qui est aux ordres de tous les pouvoirs depuis 30 ans, Jean-Pierre Elkabbach. Voilà. Et donc, Jean-Pierre Elkabbach débarque. Et Jean-Pierre Elkabbach vire Jérôme Bellet. Et moi, c'est encore plus sournois parce que donc, il me vire de la matinale. Mais il ne me vire pas. Il ne me licencie pas. Il va me foutre dans un placard, quoi, en gros. Voilà. Et le placard, il est insupportable. Quand on décrit tout ce qu'on a décrit sur l'engagement que tu peux avoir à faire ton métier... Tu as 40 ans, exactement. Bah oui, c'est ça, 2005. Ouais. Et donc, je me dis qu'il faut partir. Et en même temps, j'ai 4 enfants. Donc, tout ça est compliqué. Et Alain Veil entend parler de mon malaise. Et donc, il m'appelle et il me dit, venez... on va faire un truc ensemble qui s'appelle BFM TV. Personne ne sait encore ce que c'est, mais moi je vous dis que ça va être la première chaîne d'info de France et vous allez voir, ça va déchirer. Donc, ni une ni deux. Je file, j'y vais. Voilà. Et en l'occurrence, BFM TV n'est pas encore lancé. Et donc il me dit, en attendant, vous allez faire une année sur BFM Radio, qui s'appelait pas encore BFM Business, BFM Radio. Je dis, ok, allons-y. Je connais rien en économie, mais bon, on va voir. Puis j'avais pas trop le choix, encore une fois. Et là, ce dont on va parler, c'est-à-dire donc tu refuses la tranche. Je tombe amoureux, tu refuses la tranche 19-20 au début. Ça viendra après. D'accord. Ça viendra après. Au départ, j'ai 1 an à faire sur business, sur l'économie. Je découvre ce truc, je découvre les entreprises, les entrepreneurs, et en fait, je découvre que je vais pouvoir refaire en direct dans un studio mon métier de grand reporter. L'aventure. À travers l'aventure entrepreneuriale. Oui, l'aventure et le réel. Raconter ce qui se passe réellement. Parce que la moitié des infos des médias sont des histoires de médias, c'est-à-dire des histoires qui sont créées artificiellement, des histoires qui n'existent pas, des histoires qui ne sont pas des vraies préoccupations des gens. Je veux dire, parlons ensemble en ce moment de cette obsession des médias pour qui est musulman, qui l'est pas, qui est français, qui l'est pas et tout. Mais bon Dieu, mais les gens ils bossent. Eux, leur sujet, c'est de savoir, j'en sais rien, si leurs enfants ont du mal avec leurs études, s'ils vont trouver du boulot. Eux, leur sujet, c'est à la limite la crise énergétique, ça les intéresse. Eux, leur sujet, c'est les sujets d'alimentation, les sujets, oui, peut-être de sécurité, mais à la marge, ça va être ces sujets d'identité nationale, enfin... Tu vois, c'est ça. Avec un entrepreneur, tu reçois un entrepreneur, tu lui dis « Comment ça se passe, toi, l'identité nationale ?» Mais le mec, il s'en fout. T'es bien obligé de parler du réel avec lui, de conquête de marché, d'emploi, de salaire. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais ça, c'est aujourd'hui le Stéphane Soumier qui a fait 15 ans là. Non, mais c'est ce que je découvre. Voilà. C'est ce que je découvre. Tu arrives, tu comprends rien, en fait. Rien. Voilà. Rien. J'avais appelé ça des interviews en langues étrangères. D'accord. Je comprenais rien. Et quel est ton profil? Tu te formes ou tu... Surtout au moment des résultats, tu sais. Quand t'avais les résultats des boîtes cotées, que les mecs te lâchaient sur leur EBITDA et des trucs comme ça. Tu dis, mais qu'est-ce que t'es en train de me dire, toi? Non, parce que, j'ai fait un podcast il y a pas longtemps, un wiki sur la levée de fonds. Parce qu'à un moment, moi, je recevais plein de messages de gens qui me disaient, mais vous parlez de Serie A, vous parlez d'EBITDA, vous parlez de levée de fonds, etc. On comprend pas, quoi. Ouais. Voilà. Il y a tout un langage. Alors, il n'y avait pas encore de levée de fonds à l'époque, hein. 2005, il n'y a pas encore. Quel genre tu te formes, tu lis? Non, mais alors ça, c'est, Cagne et Hippocagne. Voilà. C'est-à-dire l'avantage, alors je sais pas si des jeunes gens peuvent tomber là-dessus, les études supérieures t'apprennent à travailler. Même si j'entends, c'est encore une énormité. Ah oui, mais les gars qui font des études d'histoire de l'art ou de je sais pas quoi, ça sert à rien. Mais bien sûr que si, ça sert. Toute la culture sert. Et surtout, surtout, ça t'apprend à travailler. Donc, faites des études supérieures, jeunes gens. Et donc là, oui, je retrouve mes réflexes de Cagne d'Hippocagne, parce que Cagne Hippocagne, tu prépares Normal Sup, t'apprends à bosser, hein, voilà. Et donc, je me mets à bosser. Et puis, comme j'ai un certain talent d'animateur,
Un certain nombre de... Tiens, je peux rendre hommage, par exemple, comme ensuite elle a été assez décriée, je peux rendre hommage à Sophie de Menton, par exemple. Que Ah oui, pas très souvent. oui, c'est vrai. Sophie elle de Menton, était sur les grandes gueules à l'époque. Voilà. Bah, c'était avant qu'elle se mette à dire n'importe quoi. Donc, à l'époque où c'était une chef d'entreprise formidable. Et Sophie de Menton, à un moment, me chope, me dit vous avez un talent incroyable, il faut vous apprendre l'entreprise et l'économie. Et ils vont être un certain nombre comme ça. Tiens, je cite aussi Henri Lachmann, patron historique de Schneider Electric, qui, au CAC 40, tu vois, qui m'invite à déjeuner pour m'apprendre parce que, oui, je comprends bien qu'il y a des trucs que vous maîtrisez pas. Donc, le gars, il dirige une boîte du CAC 40. Il va passer 2 heures avec moi à m'expliquer le fonctionnement d'une entreprise, ce que c'est qu'un EBIT, justement, etc. et tout, tu vois. Parce que ils avaient cette idée que ce type-là peut peut-être servir notre cause, peut-être servir la cause de l'entrepreneuriat en France, parce que il a un réel talent, et donc il peut peut-être donner une dimension supplémentaire à l'actualité économique, et aller la porter un peu plus loin que la place qu'elle occupait jusqu'à présent. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on a réussi avec BFM Business, oui, franchement, ce que prolonge d'ailleurs l'actuelle équipe à la tête de BFM Business aujourd'hui. Sur ces 14 ans passés, est-ce que tu as des anecdotes? Est-ce que tu as des trucs, des gens qui t'ont impressionné, par exemple? Ah bah oui, Xavier Niel. Voilà. Oui, ça, d'accord. Alors, Xavier Niel et celui dont on ne peut plus prononcer le nom, Carlos Ghosn. Je crois que Carlos Ghosn m'a encore plus impressionné que Xavier Niel. Pardon, Xavier Niel, s'il tombe sur cette phrase. Carlos Ghosn, c'est incroyable. Mais alors, c'est ça, tu vois. Et Carlos Tavares, la même chose d'ailleurs. Ce sont des gars qui finissent les questions avant que t'aies fini de les poser. Tu te rends compte que tu le vois physiquement que leur cerveau marche 2 fois plus vite que le tien. Alors, c'est très impressionnant. Ça a l'air du storytelling, mais moi, j'ai monté le podcast pour ça. J'ai fréquenté beaucoup de chefs d'entreprise dans les instances patronales. Et un jour, il m'est arrivé un truc, c'est que il y avait un colloque de chefs d'entreprise. Ça a l'air du storytelling, mais ça ne l'est pas. Et ils étaient 4. Je les connaissais pas de vue. C'est 4 plus gros, le top 20 à Marseille, donc il y avait Sodexo, enfin il y en avait 4, voilà. C'est CMA-CGM, etc. CMA-CGM, voilà, Bellon, voilà, exactement. Ouais. Ils devaient monter au Palais des Congrès, faire un truc, et sans même les reconnaître, sans même savoir qui c'était physiquement, ils ont quelque chose. La question que je voudrais te poser, si je te mets 20 chefs d'entreprise, on peut parler d'Xavier Niel, tu ne les connais pas de vue, hein? Est-ce que ils sont reconnaissables? Ils ont quelque chose? Je sais pas. Là, je sais pas. Quand ils ouvrent la bouche, c'est sûr. Mais tu me poses une colle. J'avais pas réfléchi à ça. Moi, je t'ai dit qu'ils sont reconnaissables. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Pourquoi pas. Saadé, c'était Rodolphe en plus. Non, c'était le père. C'était Jacques Saadé. Voilà, c'est Rodolphe. Maintenant, c'est Rodolphe. Pierre Bellon, il est tellement unique, colossal dans tous les sens du terme que j'en sais rien. Franchement, tu vois l'épisode qui sort demain. Xavier Niel, tu vois, j'y pense. Après, non, maintenant, il a pris une dimension, si tu veux, médiatique, etc. Mais à l'époque, il paye pas de mine. Hein. Ah, ben quand tu Tiens, vois je vais te raconter. Jacques-Antoine Grandjean, ça paye pas de mine non plus. Tu te dis presque, voilà. Grandjean, ben voilà, tu vois. Tiens, je vais te raconter une histoire d'Europe 1. Donc c'est tout début. 87, je fais les flashs de nuit. C'était dur, les flashs de nuit. Je fais les flashs de nuit. Et débarque dans la rédac d'Europe 1, donc tu fais les flashs de nuit, il est, j'en sais rien, 2h du matin, tu vois, t'es tout seul. Débarque un vieux gars, mal rasé, à moitié habillé comme un clochard, qui me fait « Vous avez pas donné les courses ?» Je dis « Pardon, vous avez pas donné les résultats des courses. Le flash à 2h, vous n'avez pas donné les résultats des courses. Faut donner les résultats des courses. » Le gars est bourré, etc. Et je sais pas pourquoi, je l'envoie pas péter. Je m'ennuie tellement, en fait, entre 2h et 3h du matin, que je vais passer un peu de temps avec ce vieil homme, et elle dit « Oh, d'accord, je donnerai les résultats des courses. » Il s'en va. Qu'est-ce que c'est que ce clodo ? Je raconte l'histoire le lendemain à ceux qui connaissent bien Europe 1 et tout. Ils me disent « C'était Franck Thénault. » C'est-à-dire Franck Thénault, à l'époque, était le propriétaire d'Europe 1. Ah oui. C'est sans doute cette bienveillance a sans doute sauvé ma carrière. Parce que si je l'avais envoyé chier, je sais pas ce qui serait passé. Donc tu vois, non, c'est pas toujours vrai. J'aurais été incapable. Ouais, c'est entrepreneur pas toujours vrai. Incroyable, Franck Thénault. Hein.
Non. c'est pas Enfin, je te toujours dis, vrai. bon, j'ai fait, je sais pas, sur les 100 épisodes, j'ai dû Très faire. franchement, même quand tu vois Carlos Tavares, tu vois, qui est sans Peugeot. doute l'un des patrons les plus... Enfin, Stellantis. Stellantis. L'un des patrons les plus considérables qu'on puisse avoir aujourd'hui en France et dans le monde. Carlos Tavares, alors maintenant c'est pareil, il prend une petite dimension, mais il est toujours avec un petit pull, comme j'en ai un moi là, tu vois, etc. Un peu étriqué, pas du tout en show-off, pas du tout. Non, je suis pas sûr que ce soit inscrit. Abusé. Ouais. Sur le métier de journaliste, de façon plus générale, est-ce que tu as des journalistes que tu admires Bah, je t'en ai tu as cité cité deux, tu quelques-uns, vois, Jérôme Bellet, à qui je dois énormément, David Pujadas. Dans notre métier, il faudrait que je réfléchisse, parce que tu sais, quand t'es vieux, ensuite... mais évidemment, Guillaume Durand. C'est-à-dire que ma première admiration, mon premier modèle, c'était Guillaume Durand. Donc quand je débarque, moi, Europe 1, Guillaume Durand faisait la matinale. Oui, mais alors c'est un point commun que vous avez, je trouve, c'est la voix. Et puis la liberté de ton. Est-ce que... Je vais tout piquer à Guillaume Durand. Mon ex-beau-frère, à l'époque, il y a longtemps, qui était un fan de Guillaume Durand, me disait, il a cette voix comme ça parce que c'est des hommes de radio. J'avais pas compris, je l'ai peut-être pas compris aujourd'hui encore, une sorte de voix coulante. Est-ce que la radio façonne une voix? Oui. Voilà. Tu travailles une forme de chaleur, en fait. Voilà, c'est ça. Vous avez ce point commun. D'épaisseur dans la voix. Oui, tout à fait, bien sûr. Qu'est-ce que tu pourrais dire un conseil ou deux conseils à ceux qui veulent se lancer, qui veulent changer de métier. Ouais. Ouais, ce métier est sinistré. Pourquoi Ou alors tous les métiers sont montez votre propre média, quoi. Voilà, soyez votre propre média. C'est peut-être ça l'avenir, j'en sais rien. Mais très franchement, et puis je le vis. J'espère qu'on va parler de Bismart. On vit avec. Tu dois partir à 3h30, c'est ça. Hein, on vit. Oui. Bon, enfin, même un peu après, ça va. Bon, on vit avec une quarantaine de jeunes gens. La très très grande fierté, c'est d'avoir signé 35 contrats de travail. Ça, c'est extraordinaire. Elle est là, hein, elle est juste là. Hein, mais tu te rends bien compte que ils vont faire un métier que je n'aurais peut-être pas forcément aimé faire. Voilà. Comme je te le disais, c'est-à-dire t'es plus au contact de la source, t'es sans arrêt à recevoir, t'es bombardé d'infos. Le discernement devient de plus en plus compliqué. L'urgence est systématiquement absolue. Une espèce de dictature de l'urgence. Alors, soit on va revenir à quelque chose de plus raisonnable en termes d'information, je ne sais pas comment, mais peut-être, soit ça va être très très compliqué d'être journaliste. Il y a journaliste et journaliste, parce que quand tu fais de l'actu, c'est une chose. Maintenant, toi, tu déroulais ta matinée. Alors, évidemment, quand tu as, je sais pas moi, le patron de Total qui meurt, c'est sûr, c'est une actu qui est chaude. Voilà. Non, mais ça, oui, d'accord, mais ça, c'est comme joueur de foot, c'est-à-dire qu'on va être 10 à avoir cette chance. Oui. Tu comprends? Il faut être conscient que quand tu es présentateur de la matinale, même de BFM Business, enfin particulièrement de BFM Business, parce que tu as une totale liberté de choix de ce que tu veux faire, mais tu es ultra privilégié dans la profession. La masse de la profession, c'est pas ça. La masse de la profession, je te dis, c'est des journalistes qui font de l'information automatique, d'une certaine manière. Voilà. Et ça risque pas de s'arranger. Enfin, j'en ai peur. Toute vérité est bonne à dire. Est-ce que tu aurais pu te censurer sur des choses? Évidemment. Ouais. Mais bien sûr. Mais enfin, ça. Alors, franchement, ça, c'est. Non, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça dépend du métier que tu fais. Enfin, du journaliste que tu fais. Mais non. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Enfin, non, mais ça, c'est vieux comme le monde. Puisqu'on fait une émission de boomer, parlons de la série H. T'as forcément adoré la série H avec sûr. Jamel, etc. et tout. Et tu te souviens de cet épisode où justement, Jamel, c'est Sabri qui met au défi de Jamel de ne pas mentir pendant toute une journée. Oui, peut-être, ouais. Et il lui file sa montre, si jamais il y arrive. Et donc, la journée commence et Jamel se sent pas très bien parce que sa mère a fait un tagine qui était vraiment, comme il dit, infructueux. Il fait un tagine infructueux. La journée se passe bien, Jamel arrive à ne pas mentir. Et le soir, sa mère appelle. Et il est au téléphone.
Et sa mère demande alors comment tu l'as trouvé le tagine. Et la Jamel regarde Sabri, il fait il était excellent maman, et il lui donne sa montre. Évidemment que t'es obligé de mentir, toute vérité n'est pas bonne à dire pour les gens que tu aimes, pour garder la cohésion mais même de ton équipe, de ton entreprise, de l'ensemble de ceux avec qui tu travailles, de l'ensemble de ceux dont tu as besoin pour travailler. Alors ça, c'est quelque chose de très important dans le métier de journaliste. Le métier de journaliste, il est fait d'un public qui a besoin d'avoir des informations, et puis, encore une fois, de sources qui vont t'apporter des informations, ou d'invités qui vont venir et qui vont être précieux pour ce public. Bon. Tu dois autant choyer le public qu'un certain nombre de ces invités, si jamais tu veux qu'ils continuent à venir. Tu vois ? Donc non, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais est-ce qu'à un moment, que ce soit sur Europe 1 ou sur BFM, tu peux t'empêcher... Je vais t'illustrer ce truc-là. Moi, j'ai interviewé des gens, par exemple, Françoise Nyssen, mettons, qui s'est fait évincer du gouvernement pour une histoire de casserole, etc. Bon. Oui, ça, je sais pas pourquoi. Enfin, bref. Peu importe. Ouais, parce que c'est comme l'immobilier, tu sais. Il y en a que 3 qui savent. Hein. Celui qui achète, celui qui vend et le notaire. Bien sûr. Voilà. Mais... tout de suite, moi, je voulais rendre hommage à sa maison d'édition, à son parcours, etc. M'en foutais de savoir si elle avait une casserole, etc. Mais moi, si tu veux, quand je vais envoyer une demande d'interview à la personne, je vais lui donner le cadre. Mais toi, j'ai pas la même legacy que BFM. Ouais. Toi, quand on va venir sur BFM, en actu, voilà. Ouais. Est-ce qu'on a besoin de vous dire ah non, vous parlez pas de ça. Est-ce que tu l'acceptes? Non. Non, c'est différent. Jamais personne ne me dira vous ne parlez pas de ça. Alors, je suis pas d'accord sur un point. On va prendre un exemple très concret à l'heure où on parle. On ne sait pas si Zemmour, par exemple, est candidat. Ouais. Il y a eu un débat tout récent, Mélenchon-Zemmour. Ouais. Ils étaient 4, 2 journalistes et les 2 protagonistes. Ouais. À aucun moment, personne n'a posé la question, ni Mélenchon. Ouais. Alors, apparemment, ils se connaissaient, j'en sais rien, de dire oh, bon gars, T'es candidat ou pas? C'est-à-dire qu'il y a eu une entente préalable. Mais non, c'est juste que ils ont bien fait, parce que cette question, tu sais déjà. Alors ça aussi, c'est important. Tiens, très bon truc. Tu sais déjà ce qu'il va répondre. Je peux te faire Zemmour, oui. Je peux te faire sa réponse. Je me déciderai au moment opportun, et c'est moi qui choisirai le moment, et c'est certainement pas ce soir que je vais vous le dire. Il l'a déjà dit 14 fois. Donc, si tu poses la question, c'est qu'en fait... tu fais le malin, et surtout t'as pas assez travaillé, donc tu sais pas quelle autre question poser. Et moi, ma chère Laurence Ferrari, on a commencé ensemble à Europe 1. Donc, il faut aller voir, puisque tu parles de Zemmour, il faut aller voir cette interview où justement elle le chope en lui disant bon, mais sinon le réchauffement climatique on fait quoi? Et Zemmour, il n'en sait rien. Mais sinon, la justice, vous dites, il faut plus de magistrats. Tiens, d'ailleurs, il y en a combien des magistrats aujourd'hui? Zemmour, il n'en sait rien. Mais alors, ok, il y en a 9000, lui dit Laurence, mais il en faut plus ou il en faut moins? Zemmour, il n'en sait rien, tu vois? Donc, si tu mais pour ça, il faut travailler. Donc, si tu travailles un peu, tu évites de poser cette question dont tu connais déjà la réponse. Tu évites même de poser toutes les questions dont tu connais déjà les réponses. Et tu vas chercher de vraies questions qui attendent de vraies réponses. Mais si tu viens maintenant, moi, si je suis un grand chef d'entreprise, je viens de voir parce que j'ai fait une super levée de fonds, mais j'ai une casserole, un truc sur lequel j'ai pas envie. Ouais. Est-ce que tu as accepté d'avoir une barrière, dire non, tu me poses pas de questions? Non. D'accord, ok. C'est parce que vous avez une certaine legacy. Oui. Tu vois, bien sûr. Voilà. Moi, quand je vais interviewer quelqu'un, si je commence à mettre des cadres, il va me dire, tu sais quoi, va te faire voir, quoi. Ouais. Il ne m'attend pas, quoi, en fait. Voilà, en fait, c'est vrai que c'est pas la même démarche. Moi, si tu veux, quand je viens de voir, je suis en demande. Si tu me demandes, par exemple, là, je te dis pas, tiens, on va parler de la façon dont ça s'est passé avec Altis quand t'étais à BFM Business, etc. Comment est-ce que les relations ont pu changer ou pas changer, etc. Je vais pas te dire, on n'a pas le droit d'en parler. Je vais te dire au micro, j'en parlerai pas. Mais je le sais. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais je le sais. Parce qu'à un moment, il y a une forme de devoir de réserve, tu vois, aussi, qui s'impose et qui fait que, non, ça, je n'en parlerai pas. Pour revenir, on te préparait des fiches ou Oh non, c'est moi qui prépare mes fiches. D'accord. Alors, ça aussi, si tu veux, c'est très important. Il faut travailler pour avoir de l'aisance. Dans ce métier comme dans tous les métiers. Même dans le mien, ouais. Voilà. C'est le travail acharné qui te donne la liberté. Exactement. Voilà. Et donc, il faut avoir une compréhension parfaite du sujet que tu vas traiter, de celui que tu vas interviewer, pour pouvoir le faire très librement. Alors,
si tu veux, dans les podcasts, par exemple, on en a parlé. Moi, j'ai pas de trame, hein, si tu veux. Chaque fois, j'adapte à la personne. Demain, je fais un chef d'entreprise. Aujourd'hui, je fais un journaliste. Sur 1h30, il faut une trame quand même. Ah ben regarde tout ce volet. Oui, t'as une trame. Oui, voilà, c'est ça. Oui, non, mais j'ai un pense-bête. Voilà, bon, mais j'ai pas de trame dans le sens. Si je fais toujours le même podcast, allez, je fais pas, je rencontre. Non, par exemple, tu as ce que Yves Calvi appelle un projet d'interview. Voilà. J'adore cette phrase. Alors, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, j'ai pas de. Quand tu vas, par exemple, tu vas rencontrer Jonathan Cherki, mettons Canton Square. Ouais. Voilà. C'est un truc qui est un peu obscur. Tu vois qui c'est ou non seulement je vois qui c'est, mais il m'a offert ce qui est un de mes symboles. Ah, c'est vrai, l'éléphant. Il m'a un rhinocéros, un rhinocéros. C'est vrai. Voilà. Bon, moi je l'ai reçu. D'ailleurs, ce sera une question. J'ai raté l'interview. En fait, je suis pas allé. Il est compliqué à interviewer, Jonathan. Non, mais je suis pas allé où je voulais aller avec lui. Ouais. Bon, truc à part. Mais il est compliqué. Il est très réservé. Voilà, non mais on n'est pas allé, il m'a fait un déballage de produits alors que moi je voulais parler de sa vie, comment il a monté le truc, voilà. Tu vois, et juste une aparté, je l'ai rentré dans le bureau de Stéphane Boucris à l'époque. Ils se sont rencontrés, il pleurait presque, il allait déposer le bilan. C'est ça qui m'aurait intéressé. Ouais. Alors qu'il a mis tout son truc sur la success story, mais moi ce qui m'aurait intéressé, c'est comprendre à un moment qu'il a failli mourir. C'est ça qui était intéressant. Quand tu vas arriver sur un mec qui est ultra pointu, c'est ultra pointu, Content Square. Ouais. Moi, je le connais depuis le début. Hein. Donc, c'est-à-dire, Jonathan, tiens, ça va aller dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure. Parce que Jonathan, je le vois débarquer, il se trouve que c'est la jeune femme qui travaillait avec moi à l'époque, qui est, je crois, un petit peu amoureuse de lui. Et donc, elle me dit, tiens, il faut prendre ce jeune gars, etc. et tout. Ok, ma chère Victoire, on va le prendre. Ah, Victoire de Ville, oui. Elle travaille avec lui maintenant. Et à l'époque, elle fait... il faisait... autant que je me souvienne, un petit outil qui repérait ton regard sur l'écran de télévision pour voir la façon dont tu regardais l'écran de télévision. C'était pas... il a pivoté. C'était tu pas parles encore, de Victoire de Villepin. Non, oui, mais je parle de Jonathan Cherki. Et donc, je reçois Jonathan qui démarre tout juste. Je comprends pas grand-chose de ce qu'il fait. Je suis d'accord avec toi. Mais alors, je me dis, un peu comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai parfois, ce gars-là a quelque chose. Voilà. Ce gars-là a quelque chose, je vais le suivre. Et donc, en fait, je l'ai invité à chacune des évolutions de Content Square, jusqu'à la levée de fonds de 500 millions de dollars. Mais oui, on se connaît bien, quoi. Voilà. Moi, si tu veux, ce qui me passionne et pourquoi je fais ce podcast, tu m'as posé la question comment tu rentabilises, c'est rigolo, parce que moi, je rentabilise pas, ça m'intéresse pas. Et tu le vois, j'espère te le montrer, je fais ça par passion. Voilà. Très bien. Et si tu veux, quand je fais un alpiniste ou un apnéiste, par exemple, moi, j'y connais rien. Et d'abord, ça me fait peur, j'y connais rien à l'alpinisme. Mais je vais regarder des trucs sur YouTube, une corde raide, comment ça marche, comment tu montes sur le Kilimandjaro, comment tu montes sur l'air. Et je m'immisce. Et ça te forge une culture qui est quand même incroyable. C'est pour ça que je voulais rencontrer un journaliste, entre autres, j'en ai rencontré, mais pour voir le métier de l'intérieur. Bon. Donc, moi, j'arrive, comme je suis pas doué. Et quand l'antithèse du don, c'est le travail. Ça permet de compenser ce que j'ai pas. Je pourrais venir les mains dans les poches, mais on n'aurait pas le même truc. Bon, donc tu me dis qu'on ne te prépare pas des fiches, mais par contre tu travailles quand même. Tu sais, ça n'existe pas, ça. Hein, oui, ça existe. Le don sans le travail, ça n'existe pas. Non, mais ça n'existe pas. Voilà. Si tu veux qu'on reparle de football, regarde la masse de joueurs doués qui n'ont pas travaillé, ils ne font rien. Et est-ce que tu as eu des moments alors d'abord, je t'ai confié que j'étais pas arrivé, par exemple, à Content Square, mettons. Est-ce que toi, par exemple, tu as eu, je sais pas moi, le super gars et je sais pas, ou tu es pas arrivé où tu voulais, ou t'as pas posé la question, ou t'as oublié la question, parce que moi ça m'arrive des tonnes de fois. Ouais, ça m'est arrivé. Mais alors là, il aurait fallu que je prépare le truc, tu vois. Je peux tu sais pas, que là, je t'ai pas envoyé les questions, parce que j'ai pas osé. Je me suis dit, j'ai pas lui envoyer les questions. Mais spontanément, là, je peux pas me souvenir. Ça t'arrive. Rater complètement le truc. Oui, sans doute, forcément. Ouais. Mais alors, tu sais, c'est aussi l'un des trucs du journalisme audiovisuel, l'une des grandes chances de la radio. Quand j'étais comme reporter. Tu vois, tu parlais de binôme, et parfois tu travaillais avec les mecs des hebdos. C'était les grands hebdos de l'époque, hein, c'était l'Obs, l'Express, Le Point, etc. et tout. Le gars qui travaillait dans un hebdo, s'il faisait un mauvais papier, il le traînait pendant une semaine. Tu vois ce que je veux dire ? C'est dur. Eh oui.
Toi, tu fais une mauvaise interview, mais 10 minutes après, elle est oubliée parce que t'en feras une autre. Tu vois, voilà. Donc c'est l'immense avantage de. Et puis on est encore dans le business. On est encore dans le business quand même plus. Enfin, c'est pas l'actu. Je veux dire, quand tu reçois DSK par exemple, qui va faire ses aveux, je sais plus si c'était sur la 2, je sais pas avec qui, tu sais, quand il revient de New York. Ouais, mais là c'était complètement. Oui, mais t'es obligé de lui poser la question qu'il faut à un moment. Oui, mais là c'était une pièce de théâtre. Oui, non, mais peu importe, d'accord, oui, bien sûr. Claire Chazal que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais. Cette interview-là était une pièce de théâtre. Pour le coup, c'était pas bien. Non, tu vois, je me souviens, tiens, j'étais surpris. J'ai eu la chance d'interviewer Bernard Arnault. Bernard Arnault dans le studio, etc. et tout, ce qui est quand même très très rare. Et ben, je m'étais tellement mis la pression devant ce personnage considérable de l'économie française que là, oui, j'ai sans doute foiré l'interview. C'est-à-dire que tu fais une interview de fan zone, tu vois, plus que de journaliste. Voilà. Mais même à ton niveau, avec des centaines et centaines d'interviews, tu peux avoir des gens qui t'ont impressionné, avoir cette petite pointe. Ah bah oui, bien sûr, oui. Alors, pour ne rien te cacher, là, elle a un peu disparu. Et c'est pour ça que j'arrête de faire des interviews de chefs d'entreprise, parce que c'est vrai que au bout de 15 ans, t'as quand même bien fait le tour. Voilà. Ouais. On va terminer, on va arriver sur Bitsmart. D'où d'ailleurs Bismart. Voilà. Ouais, on va arriver. Non, j'ai dit, mais ouais. Il y a un art de. Alors, on vient de parler de la forme. Tu as une façon de poser des questions. C'est de mener une interview, un art de mener une interview. Il y a un art de poser des questions. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est la bouteille qui le fait aussi. Hein ? C'est de la bouteille. Oui, bien sûr, c'est de la bouteille. Mais il y a alors ce que Yves Calvi appelle très joliment un projet d'interview. C'est-à-dire, ça, c'est Calvi qui me l'a appris. Cette phrase que je retiens de lui, qui est « Qu'est-ce que tu veux savoir ?» C'est-à-dire, il faut absolument, quand tu rentres en interview, que tu aies envie de savoir quelque chose. Toi, ça te paraît évident parce que c'est toute ta démarche. Mais il y a énormément d'interviews où tu arrives à la fin de l'interview, tu te dis « Mais en fait, qu'est-ce qu'il est venu nous raconter, le gars, là ? Pourquoi il est là ? Pourquoi il est venu ?» Tu vois, notamment une masse d'interviews politiques considérables qui se mettent à accumuler des petites phrases sur des sujets divers et variés, où tu n'apprends rien, où tu ne sais rien, où il n'y a pas eu d'émotion, où il ne s'est rien passé. Il y en a beaucoup. Donc, tu invites quelqu'un parce que tu as envie de l'inviter, et surtout, qu'est-ce que tu veux savoir ? Tu sais que chaque épisode, quasiment, quand je le réécoute, chaque épisode, j'ai un regret. Mais c'est peut-être normal. C'est normal, ça. Ouais, je me dis, putain, tu aurais dû poser cette question. Mais oui, alors ça aussi, c'est toujours, ça doit être comme ça. Parce que ça veut dire que tu as fait ton projet d'interview. Ton projet d'interview, donc, c'est qu'est-ce que je veux savoir ? Je veux savoir ça, et je vais créer un cheminement pour y arriver. Après, on est les yeux dans les yeux. Un homme, une femme, deux hommes, face à face. La discussion entre nous peut prendre finalement un chemin que tu n'avais pas prévu. Et donc, tu vas effectivement passer à côté de ce que tu avais prévu comme projet d'interview. C'est pas grave. Ça veut dire qu'en fait, ça a été une bonne interview. Tiens, une histoire dont je me souviens, parce que je l'ai déjà racontée. J'ai la chance de recevoir Reed Hastings, le fondateur de Netflix. Et il vient en France pour annoncer que Netflix va investir dans la création en France. Je crois que c'est 100 millions de dollars. Enfin, c'est une somme très, très importante. Il va annoncer ça. Et parce que, comme tu dis, j'ai la legacy, il préfère en fait qu'il aille sur BFM Business plutôt que d'aller dans un grand média où on va aller le faire chier avec des questions à la con sur, j'en sais rien, l'addiction, enfin bref, les plateformes, enfin bref, toutes les conneries de beaucoup de journalistes français. Et donc, moi, j'avais un projet d'interview qui était qu'est-ce qui fait que moi, toi, citoyen raisonnable, éduqué, on va se mettre un week-end entier devant tes séries à la con, à perdre du temps et à les regarder en boucle. Qu'est-ce que t'as inventé ? Qu'est-ce qui fait que ça marche, Netflix ? C'était ça, mon projet d'interview. Et Reed Hastings est incroyablement humble et simple. L'interview est fantastique. On discute de ça, c'est passionnant. Absolument passionnant. Et ben, j'ai oublié de lui poser la question sur les 100 millions de dollars. C'est-à-dire, l'info, je l'avais pas. Mais tu notes pas ? Si, c'était écrit en gros sur le papier, mais je regarde pas le papier. Une bonne interview, tu regardes plus ton papier. Une bonne interview, à un moment, face à une personnalité forte, tu l'attrapes dans le regard et tu le lâches pas. Je peux te dire que Carlos Ghosn, c'était presque une épreuve, en fait.
je suis sûr que si tu regardes le papier, tu le déçois et il te donne moins. Tu vois ? Alors, grand patron comme ça. c'est marrant ce que tu dis parce que c'est mon fantasme. Mon fantasme, c'est d'arriver les mains dans les poches. Non, mais t'es pas les mains dans les poches. T'as travaillé avant, t'as réfléchi. Je suis d'accord. On est d'accord. Hein. On change. Demain matin, tu vas voir mon invité à ma place. Tu vas travailler. Est-ce que toi, sur la durée de l'interview, sur le parcours, sur tout ça, tu pourrais arriver quasiment les mains dans les poches et sortir les questions au fur et à mesure? Oui, alors peut-être pas sur 1h30. Voilà, c'est ça aussi. C'est très long, ce que tu t'imposes. 1h30, c'est très long. Mais tiens, là, je sors du studio de Bismart, où j'ai fait une interview passionnante de la DRH d'AXA, qui est la DRH de l'année, Karima Sylvan. On est parti sur des thématiques que j'avais absolument pas prévues, qui sont passionnantes, autour de l'égalité homme-femme. AXA est un groupe qui travaille dans 50 pays. Après, tu as des gens, ça dépend des gens. Tu as des gens qui déroulent. On parlait d'un Franz-Olivier Gisbert. Franz-Olivier Gisbert, je le prends. Même toi, je pense que ce sera la même chose. Je le pose. 1h30, je reviens, il parle encore. Ah bah oui, bien sûr. Ça, c'est alors, plus Franz-Olivier Gisbert que moi. Ouais. Mais mais pour finir, c'est absolument passionnant parce que Karima AXA, donc présent dans 50 pays, évidemment c'est une femme, donc elle fait de l'égalité homme-femme un combat, mais y compris dans des pays dans le monde où la société n'est absolument pas prête à ça. Et la façon dont elle me racontait comment est-ce qu'elle arrive petit à petit à imposer cette égalité dans des sociétés, des cultures qui en sont très très loin, c'est absolument passionnant. Bah voilà. Bismart ? Alors Bismart, ouais, Bismart. Alors, tu vas m'expliquer ce que c'est, mais je voudrais comprendre pourquoi tu as quitté BFM. J'ai quitté BFM parce que j'en avais marre. Tu fais le tour là. Ouais, t'as fait le tour. Tu fais 14 ans, t'en as marre. Je le dis avec beaucoup de tranquillité parce que, alors, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qui va devenir de plus en plus important. Il faut assumer. On a beaucoup de mal, en fait, particulièrement quand vous êtes dirigeant, à assumer une faiblesse mentale, à assumer un burn-out, un énorme coup de blues, un moment où mentalement ça décroche. Voilà. Et moi, mentalement, j'ai décroché. Je faisais la matinale, j'étais directeur de la rédaction. C'était sans doute beaucoup trop. On n'était pas tout à fait alignés sur ce qu'il fallait faire entre l'actionnaire et ce que je voulais faire. Ça se rajoutait, c'était une couche supplémentaire. Et à un moment, mon cerveau a disjoncté. Voilà. À un moment, j'ai dit stop. Et j'ai dit stop avec une violence incroyable. En burn-out ou pas? Non, pas encore. Presque. Je crois que ça s'appelle un burn-out, c'est-à-dire le moment où ça n'est plus possible. Je ne peux plus faire ça. Voilà. Je vais voir Alain Veil, je m'assois et je dis Alain, je vais m'en aller. Il y avait rien à négocier. J'étais là depuis, j'étais prêt à partir. Voilà, clac, comme ça. Une décision prise avec ta femme et non, elle l'a su après. Elle l'a su après. Non, c'était insupportable. Donc c'était même pas négociable. C'est-à-dire que elle, évidemment, encore une fois, 4 enfants. Donc quand je lui ai dit je m'en vais, mais je l'avais déjà dit. Non, je crois que je lui dis le dimanche soar et je vois Veil le lundi. Voilà. Mais c'était pas négociable. Elle a compris tout de suite. Moi, c'est quelque chose. Alors sans parler du burn-out, qui est quelque chose qui est un terme qu'on emploie. Alors le burn-out, c'est vraiment le truc où presque il y a un arrêt. Mais ce que je vois, ce que je comprends, j'ai beaucoup de gens comme ça, c'est qu'à un moment, la nuit ou le week-end ou les vacances n'arrivent pas à vider le stress et en fait, il s'accumule. Et donc à un moment, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Non, voilà. Et à un moment, tu peux plus. C'est-à-dire que tu fais de la surcumulation de voilà. C'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Et à un moment, ton cerveau disjoncte. Voilà, ton cerveau dit stop, je ne peux plus. Donc faire ça. Tu as été juste avant le burn-out. Et donc alors peut-être juste avant. Et donc j'ai été voir Alain. Voilà, je lui dis je m'en vais. Et là en fait, oui, c'était juste avant parce qu'en fait, il a suffi qu'on dise bon bah ok. Et là Alain me dit c'est quand même brutal. Je dis oui Alain, mais je ne peux plus. Il me dit je comprends. Faudrait quand même essayer de finir la saison. Et là on commence à négocier. Ce dont je lui suis infiniment reconnaissant parce que ça m'a permis de lancer Bismart avec tranquillité. Alors qu'au départ... Et donc en fait, mon cerveau s'était remis en mode c'est bon, je sais que maintenant il y a une fin de la saison, c'était en février-mars, c'était en mars. Et donc ok, je sais qu'au mois de juillet ce sera vraiment fini. Et donc j'ai pu repartir et finir... En démission. Hein ? En démission.
En rupture conventionnelle, très exactement. D'accord. Voilà. En fait, là, alors ça c'est malheureusement quelque chose. Oui, je dis malheureusement quelque chose qui va être rendu impossible par la réforme de l'assurance chômage. La rupture conventionnelle te permettait d'abord de valoriser une partie des années que tu avais passées dans l'entreprise, mais surtout, tu ouvrais droit à l'assurance chômage. En l'occurrence, j'avais un projet de création d'entreprise et les 90 000 euros, puisque 92 000 euros que m'a donné l'assurance chômage sont 92 000 euros dans Bismart. C'est-à-dire, c'est 3 contrats de travail. Oui, c'est une levée de fonds. Voilà. Oui. Exactement. C'était le premier business angel de France, ce qui va être énormément réduit par la réforme de l'assurance chômage. Bon, j'en ai parlé longuement. Ok, visiblement, c'est un dégât collatéral qui est inévitable, mais c'est dommage. Et je veux là d'ailleurs rendre hommage aux conseillers de Pôle emploi, avec qui j'ai discuté de ça, parce que tu te retrouves avec un conseiller de Pôle emploi qui très vite comprend que t'as pas besoin de lui. Et ce conseiller de Pôle emploi, tu lui dis oui, effectivement, je vais monter une entreprise, mais toi, tu te sens presque un petit peu coupable, tu vois, tu dis, et donc je vais prendre de l'argent. Et le type dit, mais non, vous allez créer 1, 2, 3, 4, 5, 10 emplois. À ce moment-là, on savait pas qu'on en créerait 40. Et l'argent de l'assurance chômage est très très bien utilisé comme ça. Voilà. Donc c'est ça qu'on a fait, mais ça a été rendu possible par la bonne volonté d'Alain Veil, qui a bien voulu cette rupture conventionnelle. BFM est là, Bismart est là. Tu quittes en un ayant l'autre ou c'est Non, au début, je sais pas que je vais monter Bismart. Non, je te dis, j'en sais rien. Je m'arrête, je peux plus. D'accord. Je peux plus. Donc avant ça, tu quittes, tu fais ta rupture, tu as droit juste au chômage. Oui. T'as rupture conventionnelle. À 50 ans. Oui, enfin, rupture conventionnelle. Alors, pardon, on parle avec c'est des gens qui connaissent les affaires. Rupture conventionnelle, quand t'as passé 15 ans dans une boîte et que t'es quand même très bien payé, t'as de quoi voir venir. Voilà. J'avais de quoi voir venir, y compris pour mes enfants, avec le chômage. Je sais que j'avais 2 ans pour me trouver un destin, un nouveau destin. Et au pire des cas, avec ton passé, ta bouteille, etc., tu aurais pu rentrer comme il y a eu aujourd'hui. On vient de voir des échanges, Pascal La Tour du Pin, on vient de voir des... Non, jamais. Non, c'était fini, je pouvais plus. D'accord. C'est pour ça que, tu vois, on n'est pas loin du burn-out, de l'indigestion. D'accord. Impossible, parce que j'ai eu des propositions, évidemment. Impossible de refaire une matinale ou un truc comme ça. Impossible. Il fallait totalement couper. Voilà. Ok. Et donc, j'en sais rien. Franchement, je ne savais pas ce que j'allais faire. Voilà. Et puis, il se trouve que... je le raconte ça aussi, j'annonce, donc je le dis à Alain Veil, et ensuite on le dit à la rédaction. Et là, ça devient une information, parce que je suis quand même un tout petit peu connu. Et donc l'information est rendue publique, Stéphane Soumier va quitter BFM Business, on va dire à 14h, à 14h30. À 16h, j'ai sur mon portable un message de Denis Oliven, qui dirige le groupe de Daniel Chrétinsky, du milliardaire tchèque Daniel Chrétinsky pour les médias en France, et qui me laisse ce message: je ne sais pas ce que vous allez faire, mais je veux le faire avec vous. C'est bien comme message. Ce qui a participé aussi à me rassurer sur les choix que j'avais faits. Et on a cheminé ensemble, en fait, avec lui, avec Pierre Freudenreich, qui était le directeur général de BFM Business et qui, lui aussi, pour d'autres raisons, quittait BFM Business. Et on est arrivé sur Bismart, mais vraiment, c'était pas prémédité. Voilà. Bon, on est quand même dans le business. Avec Bismart, tu vas m'expliquer ce que c'est. C'est une chaîne de télé d'information économique, c'est assez simple. Est-ce que, avec Bismart, tu prends un chemin différent ou tu prends un chemin que peut-être BFM n'a pas voulu prendre à l'époque? Non, alors, il y a 2 choses. La question est bonne. La première, c'est qu'effectivement... Ça me flatte que tu me dis. Ça fait 2-3 fois que tu dis question est bonne, j'en suis flatté. Non. BFM avait décidé... En fait, je fais BFM Business Canal Historique. C'est-à-dire que quand on passe à la télé sur BFM Business, puis ensuite que la matinale se retrouve sur la TNT, alors je ne vais pas rentrer dans des considérations techniques, mais la TNT, il faut de l'audience là pour le coup. Alors à ce moment-là, Alain Veil me dit il faut 100 000 téléspectateurs au quart d'heure, ce qu'il ne m'avait encore jamais dit. Et puis quand je les aurai les 100 000, il me dira il faut 200 000. Et ça, aller chercher 100 000 téléspectateurs au quart d'heure, ça veut dire faire des compromis avec justement l'actu BFM Business calé historique. Ça veut dire aller faire de la conso, ça veut dire aller faire des sujets plus légers, ça veut dire tout ce que je ne voulais pas faire. Je comprenais parfaitement le projet d'Alain Veil, je ne voulais pas faire ça. Donc on était nos intérêts n'étaient pas alignés. Voilà.
ce qui a rajouté la couche de stress supplémentaire qui a fait qu'à la fin, ça a cassé. Et donc, Bismart, c'est BFM Business Canal historique, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des téléspectateurs au quart d'heure. On veut créer une niche pour les entrepreneurs et pour les créateurs de richesse. Pourquoi ce quart d'heure? C'est pour des questions de rentabilité? Oui, bien sûr. Bah, oui, mais quand tu vois le paysage, alors je connais bien les extrêmes, le Good Morning Business, et j'écoute très très souvent. Alors maintenant c'est plus Sébastien Coinon, mais enfin Tech & Co. Ouais. C'est des extrêmes de la journée. Il y a cette notion, parce que Tech & Co, c'est quand même de la niche, quoi. Oui, encore. Mais Tech & Co n'était pas sur la TNT. La TNT, pour faire simple, la TNT, une chaîne de télévision, Day One, le 1er janvier, il faut que tu alignes 10 millions d'euros de frais de diffusion. Ah oui. La DSL, le net, les box, 0. D'accord. Voilà la différence. Donc ces 10 millions, il faut aller les chercher. Et c'est bête comme chou, mais c'est au coût par téléspectateur. Voilà. 100 000 téléspectateurs te donnent tant de budget publicitaire qui vont te donner les moyens d'assumer ces 10 millions d'euros, plus l'ensemble de la vie de la rédaction. Alors là, on est plus dans l'entreprise, encore plus dans l'entreprise avec Bismart. Qu'est-ce que c'est? Alors, explique-moi. Non, mais c'est ça, c'est une niche pour alors, l'entreprise, c'est une niche pour les créateurs de richesse, voilà. Et c'est une chaîne qui a démarré sur 4 thématiques très fortes, qui nous semblaient les 4 thématiques qui sont les thématiques du moment. On s'est pas trop gouré. On avait fait ça avant le premier confinement, quand même, hein. L'accélération de la digitalisation. Donc, c'est Tech & Co. Enfin, c'est Smart Tech. Le Smart Job, les évolutions, l'explosion du monde du travail, les évolutions du monde du travail. Voilà, on s'est pas gouré non plus. Évidemment, l'impact, le développement durable, hein, et la finance, les marchés. Voilà, les 4 grosses thématiques qui sont les nôtres. Et moi, comme je suis président et que je fais ce que je veux, je me fais une émission sur mesure où je fais un peu ce que je veux. Alors la première année, je me suis forcé à faire des interviews d'entrepreneurs, mais en fait, comme je te le disais, je pense que je suis arrivé au bout de quelque chose. Et maintenant, je fais une auberge espagnole où c'est soit du débat, soit des interviews d'entrepreneurs s'il y en a qui me font envie. Voilà, je fais ce que je veux pendant 1 heure. Et on parlait encore une fois de legacy. Tu vois, si moi je décide d'aller par exemple interviewer, mettons Xavier Niel, en tant que BFN, tu l'auras beaucoup plus facilement. Non, détrompe-toi. Alors, enfin, c'est un sujet que je connais bien, Xavier Niel, parce que j'étais en compte, enfin, justement, j'en ai encore parlé ce matin dans le podcast. Mais alors, mettons, je sais pas moi, allez, Jacques-Antoine Grandjean, par exemple. Non plus. Bon, peu importe le. Non, mais non, mon pote. Non, ce que je veux dire. Les vrais entrepreneurs. Non, mais c'est ça le truc. C'est que, en fait, tu auras beaucoup plus facilement des managers du CAC 40. Oui. Si tu es BFM Business. Voilà. Parce qu'ils vont rentabiliser leur temps. Voilà. En revanche, Niel, Grandjean, tous ces mecs-là, franchement, ils en ont rien à foutre d'aller répondre à une interview d'un grand média et tout, ça les intéresse pas. En revanche, aller voir un gars qui fait un podcast autofinancé par passion, pourquoi pas? Voilà. Ah, de toute façon, j'ai eu. Ça les intéressera beaucoup. Tu sais, l'épisode qui sort demain, c'est Philippe Bourguignon, voilà, qui a jamais fait de podcast. C'est le premier avec moi. Mais bon. Ce que je veux dire, c'est au niveau de la legacy. Tu vois, on prend le cas reprenons Marc Simoncini. Il sort des vélos. Ouais. Bon, à un moment, je vais l'appeler pour lui dire, écoute, Marc, est-ce que vous voulez passer chez moi? La combinaison, même pas il connaît ou il connaît, peu importe. BFM, forcément, s'il a envie de parler de son vélo et de vendre son vélo, etc. Oui, mais c'est commercial à ce moment-là. Voilà. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu fais une demande d'interview ou quand tes équipes font une demande d'interview, tu as perdu cette legacy? Oui. Tu es obligé de rajouter Stéphane Soumier quand même. Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Mais ça, on le savait. Hein. Oui. On le savait. Oui, évidemment, bien sûr. D'accord. Ouais, ok. Donc. Non, mais c'est parce que c'est pour eux une garantie qu'ils vont pas perdre leur temps. Tu comprends? Le sujet d'un chef d'entreprise, quel qu'il soit, c'est le temps. C'est le temps. Voilà. Trouver le temps. Et donc, accepter de perdre du temps à répondre à une interview, il faut que je sois sûr que ça va être quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc c'est ça la legacy. Alors ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que pour moi monter une chaîne de télé c'est quand même incroyable, mais vous avez une sorte de as a service. Vous avez vous avez loué, Non, mais alors ça c'est génial. On profite, mais plein d'industries en profitent en fait. Ouais. On profite de ce dont profitent
d'une manière générale, l'économie dans les pays développés, les entreprises dans les pays développés, c'est un effondrement grâce à la digitalisation des coûts de production. Voilà. Et donc effectivement, on a un petit modèle assez malin qui est de dire il y a des studios qui tournent en direct et qui sont vides, mais ça c'est du lean management, d'une certaine manière. Il y a des studios qui sont pleins aux heures de direct, les grandes heures d'écoute, et qui sont vides à la mi-journée. Bah nous, on va tourner à la mi-journée et puis on diffusera aux grandes heures d'écoute. Voilà. Et puis quand on sera plus grand, on essayera de le faire en direct nous aussi. Donc ça, oui, effectivement. Mais l'abaissement des coûts, il ouvre aujourd'hui un tas de possibles à tous les entrepreneurs. Même Marc Simoncini, c'est-à-dire créer un vélo de toutes pièces. Alors, à la fin, il fait un accord avec Seb qui va lui permettre de le produire en grande série. Mais même ça, je veux dire, faire un objet industriel quand t'es une start-up, il y a 10 ans, c'était impossible. Voilà. Maintenant, c'est possible. Comment tu arrives à fédérer Michel Denisot, Jean-Marc Sylvestre, etc. C'est encore une fois. Non, mais alors ça, ils ont le goût de l'aventure, ces gens-là. Voilà, ça les fait marrer, quoi. Je l'ai lu ou tu l'as dit, une start-up de vieux? Oui, oui, start-up de vieux. C'est marrant. Ah, j'ai théorisé ça. C'est marrant. Ah oui. Alors c'était l'année dernière, donc j'ai un peu oublié quelle était ma théorie, mais en gros, c'était un char d'assaut, ça veut dire que c'est indestructible, mais ça a du mal à pivoter. Tu vois, comme un char d'assaut. C'est-à-dire que start-up de vieux, ça veut dire tu vas aller intervenir sur le sujet que tu connais à la perfection et sur lequel tu as identifié une déficience de marché, quel que soit votre métier. Et donc là, tu vas y aller avec ce que tu appelles ta legacy, tu vas y aller avec l'ensemble des relations clients que tu as pu tisser dans ta carrière, et tu vas y aller, surtout, pas seul, c'est-à-dire tu vas y aller avec 2-3 personnes que tu connais parfaitement parce que vous bossez ensemble depuis 10 ans. Ça donne un truc redoutablement efficace. Le problème, c'est si le marché que tu espérais n'est pas là, tu auras du mal à pivoter. Ce qu'a fait Content Square, ce qu'a fait etc. et tout. Donc nous, on sait que si Bismart ne rencontre pas son marché, bon bah tant pis. Voilà, on aura raté notre coup, mais on n'aura pas la force, l'énergie et surtout le mindset de faire pivoter Bismart vers quelque chose qui pourrait la rendre rentable. Et donc ces aventuriers que tu as côtoyés pendant des années, tu en es un maintenant. C'est passionnant. Ouais, alors là-dessus, je suis aussi très très précis sur le mot d'entrepreneur. Ce qui pourrait être d'ailleurs une... Enfin, je sais pas si tu as encore beaucoup de questions, mais... J'ai juste les questions personnelles. On va où tu veux. Ça fait une bonne fin à ce qu'on est en train de dire. Je ne suis pas un entrepreneur. Je suis ce que Schumpeter, qui invente le mot d'entrepreneur et le concept d'entrepreneur, appelle des imitateurs. Alain Veil est un entrepreneur. Alain Veil débarque dans le vide, va créer toute pièce une chaîne d'infos alors que personne sait vraiment ce que c'est, et va en faire la première chaîne d'infos de France. Voilà, BFM TV et sa petite sœur BFM Business. Moi, je reprends ces recettes, je les affine, parce que l'entrepreneur a besoin d'imitateurs, justement pour peaufiner son produit. Et, tu vois, de temps en temps, le mot chef d'entreprise doit retrouver sa légitimité. L'entrepreneur transforme le réel. Je suis pas d'accord. Voilà. Je suis pas d'accord parce que je comprends totalement, mais moi je joue pas au foot. Je sais pas si tu joues au foot, mais bon. Mais dans mon équipe, peut-être à Marseille, à jouer, à taper du ballon, à me régaler, je prends peut-être encore plus de plaisir que Lionel Messi. J'ai certainement pas son niveau, mais on fait le même foot. Il le fait à un niveau complètement différent. Oui, ni l'un ni l'autre ne sont entrepreneurs. Mais non. Tu ne crées pas de la richesse en jouant au football. L'entrepreneur, pourquoi est-ce qu'il est très très important dans le fonctionnement de l'économie ? C'est que lui, il va être en avance de phase. Il va choper notamment des innovations de rupture que nous n'avons pas encore comprises et qui vont permettre la croissance de l'économie par la destruction créatrice. C'est même pas un entrepreneur. Là, tu vas me parler d'un Elon Musk, d'un Steve Jobs, des gens qui sont des visionnaires, quoi. Je te parle d'Alain Veil. T'as pas besoin de remonter jusqu'à Steve Jobs. Je te parle de Xavier Niel. Je te parle même Henri Lachmann, qui transforme complètement Schneider Electric, qui l'amène vers l'efficacité énergétique au moment où personne n'en parle. C'est ça, les entrepreneurs. Tu comprends ? Voilà. Et derrière nous, mais c'est parfaitement légitime. Nous, on est des chefs d'entreprise. Je suis un chef d'entreprise. D'accord. Ouais, je vois la différence. Ok.
Ouais, si tu veux. C'est très important. Parce que c'est eux qu'il faut vraiment sanctifier. Et si tu sanctifies tout le monde, tu sanctifies plus personne. Pourquoi ? Encore une fois, parce que c'est eux qui permettent ce processus de destruction créatrice qui est indispensable à la croissance du monde économique et donc à la croissance du monde. Et si aujourd'hui, on est face à des défis qui paraissent encore plus considérables à relever, défis du réchauffement climatique, seuls des entrepreneurs pourront relever ces défis. Et le start-upper, il peut être un des deux. Ah bah le start-upper, c'est assez souvent... Ça aussi, le mot est galvaudé, tu vois, parce que par exemple, alors nous, c'est par effet commercial que je dis start-up de vieux, mais on n'est pas une start-up, on n'invente rien, on est une entreprise, une jeune entreprise de vieux. Voilà. Question perso ? Si tu veux. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi ? Oh, mais rien du tout, laissez-moi mourir en paix. Oh, pas à la mort. Hein. Non, franchement, alors là, rien du tout. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on ne dise pas de toi ? Mais j'en sais rien. Ah non, là, tes questions. Là, pour le coup, alors il faudrait les envoyer pour qu'on y réfléchisse. Pour qu'on y réfléchisse. Tu sais que c'est un des rares, j'ai pas osé les envoyer, je les envoie toujours le week-end avant, je me suis dit, j'ai pas quand même dû faire l'affront. Non, mais celle-là, franchement, j'y ai pas du tout réfléchi, moi. Qu'est-ce que j'aimerais. Bon, allez, on va les zapper, peu importe. Ouais. Je pense que j'ai la réponse, mais le fait d'être reconnu dans la rue, tout ça, ça t'a amené quelque chose, ça t'a ennuyé, alors, ça t'a... J'ai été très peu reconnu dans la rue, faut pas déconner quand même, tu vois. Je suis reconnu avenue Victor Hugo ou dans le 8e arrondissement. Donc c'est juste ce qu'il faut pour flatter ton ego, parce que ça fait plaisir, mais pas trop pour que ça devienne un poids. Après, tiens, je vais parler de Laurence Ferrari, que je connais très très bien. Laurence, ça a été presque une des quêtes de sa vie que d'être reconnu dans la rue. Voilà, il y a des gens comme ça. C'est un bonheur. Alors je sais pas, il y a longtemps qu'on en a pas parlé, mais à l'époque où elle présentait le 20h, c'était un bonheur pour elle d'être reconnue dans la rue. Voilà, il y en a qui le vivent bien, c'est souvent d'autres qui le vivent moins bien. Je sais pas, non. Non, si tu l'as cherché, si tu l'as voulu, je trouve que c'est une forme d'honnêteté d'ailleurs, parce que le gars qui présente le 20h et qui dit "Oh, c'est saoulant d'être reconnu dans la rue", présente pas le 20h, mon vieux. Oui, c'est les acteurs. Tu vois, voilà, bien sûr. Quoi, tu vois. Pour revenir à ton beau-frère paparazzi, ça me fascine, quoi, tu vois, Brad Pitt qui hurle parce que je sais pas si Brad Pitt le fait d'ailleurs. Mais l'acteur qui hurle parce qu'on l'a pris en photo sur la plage, faut pas déconner, quoi. Tu veux pas le beurre, l'argent du beurre, non, bien sérieux. Tu prends le temps de vivre ou tu bosses non, beaucoup? Oui. Ouais. Oui, à fond, oui. Parce qu'en fait, quand tu étais à la matinale, tu rentrais, tu travaillais l'après. Après rédac chef, tu travaillais tout le temps. En fait, travailler tout le temps. Ouais. Je travaillais de 3h30 du matin à 21h. Plus je rentrais à 21h, j'avais même pas le temps. Mais même un dîner avec des copains, c'est compliqué. Impossible. Ouais. Impossible. Donc tu as une vie de vieux, quoi. Et le week-end, tu dors. Et t'es mort. Et le week-end, non, ça pouvait être possible le week-end. Non, parce que je le vivais bien physiquement. J'ai besoin de dormir peu la nuit. J'avais une assez forte résistance jusqu'au moment où ça lâche justement. Mais oui, le week-end il y avait des mômes. Les mômes étaient très importants. Donc. Quelle boîte connue tu aurais aimé créer ? Quelle boîte connue j'aurais aimé créer ? Quelle est la boîte qui me fait vraiment rêver ? Mais Amazon, l'histoire d'Amazon, tu vois, c'est un tel truc. C'est un tel, justement, voilà un entrepreneur, quoi, tu vois. C'est une telle rupture avec tout, c'est incroyable. Non, écoute, non, la boîte que je rêverais d'avoir créée, je l'ai créée. Voilà. C'est bien. Et à quel personnage connu tu aurais aimé ressembler? Oh là là. Elles sont dit oui, c'est sûr que j'aurais pu te. Ouais. Oui, mais c'est certainement pas un tueur, tu vois. Alors voilà. Si tu avais été sur un plateau télé en direct, t'avais pas eu beaucoup de choix. Tu aurais dû répondre, quoi. Non, des questions comme ça, non. Je te respecte. Hein. Non, je triche pas. Hein. J'aurais fait la même chose. Non. Alors, personnage connu, certainement pas un tueur. Tu vois, je réfléchissais récemment. Les histoires d'éducation, là, m'intéressent beaucoup. Le doublement du salaire des profs, toutes ces histoires-là. Et je réfléchissais au hussard noir de la République, à la Troisième République, à Jules Ferry, mais pas Jules Ferry, etc. Et je dis, tu te rends compte qu'en fait, dans ce pays, dans notre pays, la France, on rend hommage à des assassins de masse, genre Napoléon Bonaparte, et on oublie complètement ceux qui ont fait la France. C'est-à-dire l'ensemble de ces hommes. Donc, en fait, tu vois... devant quoi je suis passé, j'ai vu 1897, le pont Alexandre III à Paris. Sublime, il faut le regarder. 1897. La France n'a pas connu de guerre depuis plus de 20 ans, puis la guerre de 70 c'était pas vraiment une boucherie. Elle n'en connaîtra pas avant 1914. C'est une période, si je te demande, toi, cette période-là, tu vois, de troisième, zéro. C'est la période de l'électricité, c'est la période du chemin de fer, c'est la période où la France rayonne sur le monde, c'est la Tour Eiffel, c'est tout ça.
Alors attends, on a 2 ans d'écart de mémoire. Je sais pas ce que tu as fait toi à l'école, à l'école en histoire de France. Moi, j'ai pas fait d'histoire de France à l'époque, à mon époque. C'est-à-dire que on a étudié la Mésopotamie, on a étudié la civilisation égypto machin, etc. grecque. Je sais pas l'histoire de France. Mais par moi, exemple, j'ai une licence d'histoire, donc voilà. Mais on parle de l'école. Si tu veux, mais même ceux qui étudient l'histoire, notre histoire, on l'étudie pas en fait. Non, et puis mais surtout l'histoire de la Troisième République. Ouais. Tu vois, il y a des rues du 4 septembre dans les villes et villages de France. Pourquoi le 4 septembre? Les gens le savent pas. Alors après, si tu veux, moi je suis d'un tempérament hyper curieux d'avoir faire ça. Il faut l'être. C'est que moi j'ai mon meilleur ami, c'est l'iPad, et quand je suis devant la télé le soir, j'ai souvent quand j'entends un truc où je vois Alexandre III par exemple, je vais taper Alexandre III et je m'auto-forme, voilà. Mais c'est un réflexe. C'est le pont, hein, c'est pas Alexandre lui-même. Alexandre, non, mais peu importe. Peu importe. Alexandre III. Nous sommes au sommet du monde. Voilà. Les Elon Musk du début du XXe siècle, ils sont en France. Voilà. Et c'est cette période-là qui est merveilleuse. En tout cas, si je devais m'identifier ou si je devais valoriser une période de notre histoire ou des personnages de notre histoire, ce seraient les hommes, beaucoup plus les hommes que les femmes à l'époque, qui ont fait la France de cette époque, dont on bénéficie encore. Hein. Ouais. Dont on bénéficie. Quand tu regardes ton parcours, ça s'est passé comme tu voulais que ça se passe? Ah oui. Ah oui, j'ai une chance folle. Ah oui. Depuis que j'ai refusé d'aller à Sciences Po, si tu veux tout savoir, quand je fais Cagnes-Hippocagne, je me plante au concours donc de Normal Sup, et donc tu t'avais une année pour finir une licence, et je passe le concours de Sciences Po Paris, et en même temps le concours de l'école de journalisme de Lille. Voilà, la même chose, le même concours au même moment. Je suis pris aux 2. Et au grand désarroi de mes parents, je choisis de partir à Lille et de pas aller à Sciences Po, qui était quand même très prestigieux. Hein, voilà. Et ça a été un choix fondateur. Ouais. Qu'est-ce qui t'énerve? Le conformisme. Le conformisme et le manque de travail. Tiens, ce matin, tu vois, je me réveille, j'écoute RTL. Voilà, je change. Et t'as le spécialiste économique d'RTL, je le citerai pas, qui dit puis alors un chiffre, ça paraît incroyable, mais après l'année qu'on vient de traverser, mais on a encore fermé des lits d'hôpitaux ou des lits d'hôpital, je sais pas si on le met au pluriel, durant cette période. Et je dis mais mon vieux, voilà, ça m'énerve. T'es spécialiste économique, donc tu fais le conformisme. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est incroyable? Parce que t'as pas travaillé. Parce que chirurgie ambulatoire, ça te dit rien. Parce que l'évolution de la médecine, de la chirurgie, de la façon dont on arrive de plus en plus à raccourcir les délais passés à l'hôpital, ça, tu n'y as jamais réfléchi. Les équilibres de sécurité sociale, l'ensemble de ce qui devient ensuite des charges sociales, ça, tu n'y as jamais réfléchi. Voilà, ça m'énerve. Le conformisme et le manque de travail. Mais le conformisme, il y est, parce que si aujourd'hui, TF1 ouvre avec la hausse du gaz à 57% de l'année, France 2 va devoir parler du gaz, même si c'est au même moment, même si la dépêche tombe pareil, tu peux pas à un moment traiter un sujet, pas un autre. Comment ça se passait justement si non, tu sais mais là, c'est le spécialiste économique, tu vois, c'est pas l'ouverture du journal, à la limite, ça je peux comprendre. C'est le spécialiste économique. Voilà. Après, cela dit, sur BFM, vous avez toujours, ils avaient Nicolas Doudos qui était comme ça. Enfin, moi, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Évidemment. Nicolas Doudos, c'est un gars, même Emmanuel Le Chypre, c'est des gens incroyables, quoi. Évidemment, incroyables. Bien sûr. Voilà, eux, ils travaillent, ils sont pas conformistes. Ouais. Si tu devais faire ta photo 3 photos de ta vie, un moment. Trop personnel, ça. 3 photos de ma vie professionnelle. Bien sûr. Ah oui, professionnelle. Je sais pas, ton entrée. Bah oui. Après, elles seront plus légères les questions, je te rassure. Oui, et puis évidemment, l'entrée Europe 1, le premier jour à Europe 1, je revois tout. Sarajevo. Et puis, alors, la photo que j'ai déjà décrite, Alain Veil m'ouvre une porte d'un immense open space totalement vide. Il y a juste un gars sur un petit bureau d'écolier qui tapote comme ça sur un ordinateur portable. Et il me dit ça, monsieur Soumier, c'est la première chaîne d'info de France. Ah oui. Ouais. C'est incroyable. C'est 2005. Voilà. Ouais. Tu vois ce que c'est qu'un entrepreneur, c'est ça. Ouais.
Tu prenais du plaisir à te regarder en replay? Non, personne. Mais j'aime pas non plus. Moi, alors ça, c'est encore un message que je peux envoyer à ceux qui seront arrivés au bout de ce podcast. Brad Pitt, parlons-en encore. En fait, 71% de complétion, on a quand même. Génial. Ouais. J'ai lu une interview de Brad Pitt qui disait qu'il n'aimait pas se regarder. Donc je me dis, si Brad Pitt aime pas se regarder, ça va, c'est légitime. Donc personne n'aime se regarder comme personne n'aime s'écouter. Pour s'écouter, parce qu'en fait, le son de ta voix à toi, tu l'as dans ton oreille interne. Ouais. Ce que tu vas entendre, c'est ta vraie voix, mais qu'en fait, tu n'as jamais entendu. Tu n'aimes pas ta voix? Mais personne n'aime sa voix. Non mais parce que c'est une... Comme on pourrait dire Stéphane Soumier, la voix, tu n'aimes pas ta voix. Mais non, personne. Tout le monde l'aime. Mais maintenant, mais évidemment, mais maintenant j'y suis habitué. Oui. Voilà. Et c'est comme se regarder, se voir. Tu te vois dans le miroir. Ce que tu vas voir à la télévision, c'est plus ton image inversée. C'est ton image réelle. Et elle est complètement différente. Et donc, elle te rebute. C'est tout à fait normal. Et pourtant, il le faut pour progresser. Il faut s'écouter, il faut se regarder. Du sport? Question rapide, là. Rapide. Du sport? Parce que 5 minutes, là, après, c'est fini. C'est fini, en 5 minutes. Du sport? Oui, bien sûr. Quoi? Moi, je fais du sport. Ouais. Je fais beaucoup de sport. Alors, footballeur, j'ai des problèmes aux genoux, donc comme tous les footballeurs, le football est pourri sur les ménisques. Donc j'essaye de courir, mais j'y arrive de moins en moins. Donc je passe au vélo. Et puis en fait, je m'entretiens, quoi. Voilà. Je considère que là, j'ai 56 ans. Si je fais pas de conneries, derrière, on a une 25 ans qui peuvent être en fait les plus formidables de notre vie. Je me dis que si ça se trouve, tout commence. Voilà. Et pour que tout commence, faut être en parfaite santé. Voilà. Donc je m'entretiens énormément. Ouais. Quel est le bouquin sur ta table de chevet? Alors, le bouquin sur ma table de chevet en ce moment, c'est un bouquin de Jean-Michel Apathy qui s'appelle Les Amateurs. C'est très spectaculaire. Sur le quinquennat d'Emmanuel Macron et notamment sur les relations entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Voilà. Et avant ça, c'était un polar norvégien dont j'ai oublié le titre, mais j'aime beaucoup les polars norvégiens, scandinaves, etc. Il y a une dimension supplémentaire au polar. C'est souvent Actes Sud, d'ailleurs, en noir. Ouais. Il y a une dimension supplémentaire que j'adore. Et avant cela, qu'est-ce que j'ai lu? Parce que je suis un énorme lecteur. J'adore ça. Non, je retrouve pas celui que j'avais lu avant. Film ou série? Film. Le dernier? Ouais. Le dernier qui m'a fait un choc, c'est à Téhéran. C'est une enquête policière à Téhéran. Comment s'appelle ce film donc qui est sorti il y a 6 mois? Extraordinaire. J'aime beaucoup en fait ces films qui sont quelque part des reportages. Tu racontes une histoire, mais tu te retrouves dans des commissariats de police en Iran. C'était exceptionnel, extraordinaire. Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi? Tu as compris qu'il y a un relais? Ben écoute, celui qui a été mon dernier interviewé, là, il y a à peu près maintenant 1h30, Cédric Guérin, fondateur de Pay My Table, qui vient de se faire racheter par Zanetti, un gros groupe de SN. La première fois que je l'ai rencontré, Cédric, il venait de créer sa boîte, il était banquier d'affaires, il avait décidé de tout plaquer pour créer sa boîte. Et il était très en avance, c'était la digitalisation des restaurants, et c'était notamment Pay My Table, c'est-à-dire on arrête avec l'addition, avec ce moment-là qui est un moment quand même assez souvent pénible, où t'attends l'addition, est-ce qu'on recommence une discussion, enfin tu sais, c'est lourd quoi, et on paye directement sur le logiciel de caisse, etc. Il était trop en avance. Et il voyait l'ensemble de l'argent qu'il avait accumulé, banquier d'affaires, s'évaporer petit à petit, sans que son marché ne s'ouvre. Il disait, mais bon Dieu, quand est-ce que ça va se passer? Et puis finalement, une rencontre avec la famille Mullier, extraordinaire famille d'entrepreneurs français, qui lui donne les moyens de reconstituer un peu de ce gisement qui commençait à s'évaporer et qui lui a permis, d'une certaine manière, d'attendre le marché. Et maintenant, un QR code sur une table pour payer, c'est une évidence. Voilà. Donc, timing is crucial. Ça me rappelle, c'est pas loin de l'histoire de Dorix Sobiran de Swile, qui a pivoté sur le ticket restaurant parce que son histoire fonctionnait pas aussi au début. Dernière question. Ce podcast s'appelle La Combinaison. Ouais. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi? C'est combinaison de ski, combinaison de... Non, parce que c'est la combinaison d'éléments, les engrenages. À un moment, pour arriver à une personne, il y a une combinaison de choses. C'est ce qu'on vient de dire depuis 2 heures. Ouais. D'accord? Tu le valides? Ouais. Qu'à un moment, il se passe quelque chose, en fait. Il y a une combinaison. On arrive. On met des briques, on arrive à quelque chose. Bon, je vais... voilà. Ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments, la recette ou les ingrédients qui a amené la personne que j'ai en face de moi, donc toi, là où elle est arrivée, quelle est ta combinaison?
Depuis Freud, on sait tous qu'on ne sait pas quelle est notre combinaison. Ça te va comme réponse ? Pas de problème. Voilà. Certains vont le chercher, moi je ne l'ai pas fait. Bon. Merci beaucoup Stéphane, c'était vraiment un plaisir. Écoute, c'était voilà. À bientôt. Merci à tous ceux qui ont suivi ce podcast. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay. N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.